bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Peut-être d'abord en me présentant. Donc, je m'appelle Thomas Huy. Je suis maître de conférence dans une école que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle Télécom Paris Tech. J'ai mis une photo. C'est une école qui est située dans le 13e arrondissement et qui est une école d'ingénieurs. Alors, on a pas mal de départements techniques chez nous. Comme on est dans une intervention sur l'entrepreneuriat, je pourrais vous pitcher l'école un peu du point de vue de l'entrepreneuriat. Les départements techniques chez nous, par exemple, il y en a un qui s'appelle traitement du signal, et c'est ceux qui font l'algorithmie qui après va être embarqué dans des dispositifs qui ont des promesses assez folles. Par exemple, vous savez que le secteur de la santé est confronté à un énorme problème qui s'appelle la dépendance. Alors la dépendance, c'est pas un concept flou, hein. En médecine, c'est quand vous ne pouvez pas faire une des 5 fonctions vitales qui est s'habiller tout seul, manger tout seul, se laver tout seul, et il y en a 2 autres que j'oublie tout le temps. Et donc en fait, si vous voulez prendre en charge ces personnes dépendantes, il faut les accompagner 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ça veut dire 2 fois 12 heures, ça veut dire 2 SMIC chargés par jour, ça veut dire plus de 3 000 € par mois. Et en fait, l'assurance maladie n'a pas les financements pour payer ça. Donc, quelle est la promesse de la technologie ? La technologie, par exemple, elle va se substituer à l'intervention humaine. Vous allez pouvoir avoir au domicile des patients des caméras. Et en fait, la caméra va regarder si la personne est passée d'une position verticale à une position horizontale assez rapidement. Ça veut dire qu'elle est tombée. Et donc, dans ce cas-là, on va faire une levée de doute. Et dans ce cas-là, en fait, on va envoyer les secours. En fait, le signal, la personne est tombée, il va falloir l'attraper. Et c'est pas si simple. Parce que quand vous allez vous coucher, vous passez d'une position verticale à horizontale assez rapidement, et dans ce cas-là, il ne faut pas déclencher les secours. Donc voilà le type de dispositif, c'est beaucoup de travail sur l'algorithmie, traitement du signal. On a un autre département chez nous. En fait, je me présente à travers l'école et je vous dirai là où j'interviens. Moi, je ne connais pas très bien ces choses-là. Technique. On a un autre département qui s'appelle informatique et réseau. Donc eux, ils s'arrangent pour essayer de maximiser les paquets de données pour que vous ayez Internet le plus rapidement possible. Et puis on en a un autre qui s'appelle communication électronique, qui s'arrange pour que toute l'infrastructure autour des télécoms soit indolore, donc pour pas qu'on soit malade quand on reçoit la 4G et bientôt la 5G. Et à côté de ces départements techniques, on a un département qui s'appelle SES, comme au lycée, Sciences économiques et sociales, qui regroupe différentes disciplines. Alors chez nous, on a des économistes. Les économistes, ils vont beaucoup travailler sur le lien entre l'innovation et la régulation. Dans quelle mesure les innovations, surtout aujourd'hui avec le digital, posent des questions aux régulateurs. Est-ce que vous avez des exemples d'innovations qui posent question aux régulateurs? Ouais. Par exemple, la médecine, interface cerveau-machine. Exactement. Alors la médecine, c'est un beau sujet. Par exemple, vous voyez, on a toutes les technos disponibles pour faire de la téléconsultation et plus largement de la télémédecine. Et en fait, ça n'a jamais émergé. Pourquoi ça n'a pas émergé? Parce qu'en fait, on a un problème de régulation. On a un problème parce que, en fait, un médecin, c'est pas seulement une compétence, c'est aussi une responsabilité. Et donc, si vous faites, par exemple, prenez une personne âgée qui est dans la Creuse, en fait, pour la prendre en charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un taxi médicalisé pour aller la chercher, l'amener au centre hospitalier le plus proche, mais le plus proche, ça fait des fois 100 km, et puis après, la ramener chez elle. Ça représente plus de 200 €. Et ça représente plus de 3% du coût de la Sécu, juste les taxis médicalisés. Alors que vous pourriez vous dire, ok, il y a un truc très simple, c'est qu'on va prendre une infirmière à proximité du patient qui va prendre une photo, par exemple sur un problème dermato, qui va l'envoyer au spécialiste, qui va faire son diagnostic. Et ça, on a toutes les technos disponibles. On a Skype. Mais le problème, c'est que s'il y a un souci, on ne sait pas retracer l'origine de l'erreur. Est-ce que c'est Skype, donc le soft, qui a transmis des données corrompues? Est-ce que c'est l'infrastructure, donc Orange, qui a posé problème, ou est-ce que c'est l'infirmière qui a mal pris la photo, ou est-ce que c'est le spécialiste qui a mal fait son diagnostic? Comme on ne sait pas, ou c'est compliqué à retracer, en fait, le régulateur a dit, ok, on interdit l'acte de téléconsultation, donc il n'est pas tarifé par l'assurance maladie, donc aucun médecin peut se faire rembourser par l'assurance maladie sur un acte de téléconsultation. Donc fin de l'histoire, on ne le fait pas. Alors juste pour la petite anecdote, nous on avait été au Canada, et au Canada, en fait, on leur avait dit, mais comment vous avez mis en place la télémédecine? Eux, ils disent, nous, c'est simple, en fait. L'hiver, il y a 10 mètres de neige. Et donc, en fait, c'est juste impossible d'aller à l'hôpital. Donc, le cas est réglé par l'impossibilité même d'amener des taxis médicalisés et de développer ce business-là pour les personnes âgées. Donc, ouais, après, il y en a plein des questions que pose l'innovation aux régulateurs. Il y a la question du droit du travail avec toute l'économie collaborative.
Si vous êtes propriétaire d'un logement, vous pouvez le mettre sur Airbnb. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous faites un acte commercial qui doit derrière générer de la taxe. Vous n'avez pas la licence hôtelière et donc ça pose problème. Si vous louez une perceuse parce que vous développez un business de prêt de perceuse entre particuliers, là aussi ça pose question. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plein d'innovations qui posent des questions aux régulateurs. Et les économistes, ils s'intéressent aussi, puisque la relation est un peu équivoque, c'est-à-dire qu'en fait, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le régulateur, il a à sa disposition des outils pour essayer d'encourager l'innovation. Et donc, il va essayer de le faire par plein de moyens, et un des outils très classiques que vous connaissez certainement, c'est les brevets. L'idée, c'est d'essayer de mettre les innovateurs en situation de monopole, de manière à ce qu'ils puissent tarifer un peu plus haut. Et puis après, c'est Schumpeter, l'ouragan perpétuel de la destruction créatrice, quoi. Voilà, donc eux ils font ça, moi je ne fais pas trop ça non plus. Après on a des sociologues du travail chez nous, donc la sociologie c'est une discipline des sciences humaines, et eux ils vont regarder, donc nous comme on est évidemment très en lien avec le numérique, eux ils vont regarder comment en fait les dispositifs changent les usages. Exemple, vous ne lisez pas un e-book comme vous lisez un livre. Et donc en fait ça change beaucoup de choses dans l'usage que vous avez et dans votre pratique de la lecture, donc ils vont regarder ça. Il y a un cas assez rigolo là, il y a un chercheur qui bossait sur la visioconf pour les procès. Donc en fait, quand vous êtes personne dépendante mais détenue, parfois vous ne pouvez pas aller à votre procès. Donc en fait, on pourrait mettre en place de la visioconférence pour vous juger à distance. Le problème, c'est que dans un procès, il faut que tout le monde ait la même information. Et donc si vous prenez une visioconférence de point à point, en fait, vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'information des deux côtés de l'écran. Pourquoi ? Parce que si je sais pas, l'avocat de la défense fait un geste, juste un geste de cet argument est vraiment bidon, mais en fait, certaines personnes le voient et d'autres ne peuvent pas le voir. Et donc ça pose problème. Donc un peu comme en médecine, on parle de consentement éclairé pour que toutes les parties prenantes au procès acceptent l'idée même de l'inéquité dans le rendu du verdict. Donc ça, c'est les sociologues. Et on a une division de management, donc des gens qui font des sciences de gestion. Et j'en fais partie. Alors, il y en a qui travaillent sur le management des systèmes d'information, les méthodes agiles. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent un peu. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'entrepreneuriat. Alors, donc, quand vous êtes maître de conf, vous avez un peu deux métiers. Donc, moi, j'ai un métier de chercheur et un métier d'enseignant. Alors, du point de vue de la recherche, il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, on en parlera un peu, c'est les trajectoires de disruption. C'est-à-dire comment 3-4 personnes, derrière un PC, peuvent complètement asseoir un marché qui était trusté par des big players qui représentaient des milliards et des milliards d'actifs. Vous avez des exemples de boîtes qui ont fait ça ? Ouais. Ouais. Qui d'autre ? Il y en a. Ouais. Free, ouais. Ok. C'est plus que 3-4 personnes derrière un PC, mais il y a une petite R&D, mais ouais, ok, on peut parler de ça. Je vous raconterai quelques cas comme ça plutôt sur du soft, donc du software, des entreprises de logiciels qui ont assis complètement des marchés, alors qu'ils étaient sur des assets absolument pas techno, avec une R&D qui était inexistante, et qui pourtant ont mis à plat des secteurs d'activité entrée. Il y a un autre sujet là qui m'intéresse plus récemment, celui-là on n'en parlera pas trop, mais c'est c'est quand même intéressant, c'est l'espèce de distance qu'il peut y avoir entre le récit médiatique sur l'entrepreneuriat et la réalité du terrain. On vous vend beaucoup de choses à travers les médias qui sont assez fausses en fait. Et donc nous, on a été interviewé plein de journalistes. Alors ce qui est assez rigolo, juste pour vous donner un peu les résultats de notre recherche, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie homogénéité des points de vue au sein de la communauté journalistique. Beaucoup pensent la même chose. En fait, ils pensent beaucoup de choses fausses. C'est-à-dire que quand vous essayez de comparer les articles de journalistes et la recherche avancée en sciences de gestion sur les questions d'entrepreneuriat, il y a une distance folle. Et le troisième résultat, il est marrant, c'est que les journalistes le savent et l'assument parfaitement. Donc ils savent qu'ils se font storyteller en permanence par les entrepreneurs. Et donc du coup, ils restituent ce storytelling. Ils savent que c'est parfaitement faux, mais en même temps, ça les dérange pas trop. Donc voilà, ça c'est mon deuxième sujet de recherche qui m'intéresse tout particulièrement. Et donc en matière d'enseignement, j'interviens à plusieurs endroits. Un peu à Sciences Po en fait, parce qu'on a monté un Master 2 avec Sciences Po, donc Télécom Paris-Tech Sciences Po. Je ne sais pas d'ailleurs si certaines personnes sont éligibles pour candidater pour le prochain batch, donc la saison prochaine. Le Master s'appelle ITE, Innovation et Transformation des entreprises, et on aborde très frontalement cette question de l'innovation numérique et de l'entrepreneuriat, même si en fait, ce n'est pas un Master qui conduit à créer sa start-up, mais aujourd'hui, en fait, ce qui donne les bonnes pratiques en matière d'innovation sont les startups. Et donc, du coup, il faut regarder
avec beaucoup d'attention l'écosystème startup, parce que c'est là que se passent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les grands groupes essaient de s'inspirer des pratiques d'innovation des petites entreprises qu'on appelle des startups. D'ailleurs, juste challenge, je pense que tous les outils un peu innovants que vous utilisez ont été créés par des pure players du web. Absolument pas par des grands groupes. Donc en fait, on considère que les grands groupes ne savent plus innover et que ce sont les startups qui innovent. Alors, il y en a même qui assument le fait que c'est parfaitement normal, qu'une startup, elle doit explorer et qu'un grand groupe, il doit exploiter. Pas au sens péjoratif du terme, mais exploiter un modèle économique, alors que la startup, elle doit aller découvrir un modèle économique. Et donc pendant longtemps, on s'est dit, ouais, bah, c'est cool, c'est pas grave, c'est pas très grave que ça se passe comme ça, puisqu'en fait, comme ça, les startups explorent. Une fois qu'elles ont fait la preuve d'un modèle économique rentable, elles se font racheter. Sauf que désormais, la question du rachat, elle est beaucoup plus compliquée qu'il y a encore 4-5 ans. Racheter une startup, c'est très compliqué. Et je vous mets d'ailleurs au défi de me donner quelques exemples de startups qui ont été rachetées et qui continuent à avoir leur momentum, leur traction, leur succès qu'elles avaient avant quand elles n'étaient pas rachetées. Donc voilà, Master 2 qu'on a créé avec Sciences Po. J'interviens aussi dans un autre master qu'on a chez nous avec l'ESSEC sur la question des projets technologiques. Puis après, j'interviens un peu dans différents endroits, à l'ENSAE, à Dauphine aussi. Et en matière d'enseignement, évidemment, là où j'ai le plus d'impact, c'est là où je suis employé, à Télécom Paris Tech. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une chaire. Donc, j'ai une petite équipe. Vous savez ce qu'est une chaire ? Pas trop, si. Une chaire, ouais, si. Donc voilà, c'est un grand groupe qui donne de l'argent sous forme de mécénat. Donc c'est pas un contrat bilatéral, c'est-à-dire que vous vous engagez pas sur un certain nombre de livrables. C'est du mécénat. Et donc en fait, ils nous ont dit, allez, développer ce sujet-là. Donc j'ai signé une chaire avec LVMH. Et donc LVMH nous a dit, allez-y, développer la question de l'entrepreneuriat numérique étudiant. Et alors je vous le dis parce qu'en fait, c'est un peu la vision qu'on a nous chez nous de l'entrepreneuriat. En fait, ce qu'on défend, c'est pas l'idée qu'il faille, auprès d'une population étudiante, créer un grand nombre de startups successful. En fait, on se challenge même pas, un, sur le nombre de startups concrets, et deux, sur le fait qu'elles réussissent ou pas. En fait, on s'en fiche un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on pense que l'entrepreneuriat, c'est rien d'autre pour les étudiants qu'un véhicule pédagogique super puissant. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et donc, si je suis un peu radical, je pense que demain, il est inimaginable qu'on fasse sa scolarité sans conduire un projet personnel sérieux, qu'on peut appeler start-up, qu'on peut appeler fake start-up, mais en tout cas un vrai projet auquel on croit pour développer en fait son savoir. Je vous donne un exemple très concret de ça. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement des enchères au second prix quand vous achetez des AdWords ? Ouais ? Vous avez eu des cours là-dessus ? Bon bah nous, donc voilà, c'est des cours de marketing digital. Donc en fait, en cours de marketing digital, sur un cursus traditionnel, bah, on va vous dire, ok, donc comme vous avez fait un peu d'écho avant, j'imagine, vous connaissez Alvarian. Alvarian, c'est celui qui a écrit le gros pavé là, qui s'appelle Principe de microéconomie et théorie des jeux. Donc, en fait, Alvarian, c'est la personne qui a monétisé Google. Donc en gros, elle a mis en place le système d'enchères au second prix pour acheter des AdWords. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, si vous et moi, on est une entreprise de plomberie, un de nos enjeux, ça va être d'apparaître très haut en ranking naturel pour que quand quelqu'un tape problème robinet, on apparaisse en premier. Alors le SEO et le ranking naturel, c'est très complexe et tout le monde se dispute ses places. Donc en fait, on ne va pas arriver en premier, vous et moi, parce qu'il y a des experts du SEO et donc on ne va pas arriver en premier. Donc en fait, Google nous dit, bon, si vous n'arrivez pas en premier en ranking naturel, ce que je vous propose, c'est de payer. Donc vous, en fait, vous allez mettre 10 € l'enchère et moi 8 € l'enchère. Donc comme vous avez mis 10 € et moi 8 €, vous avez mis plus cher. Donc c'est vous qui allez apparaître en premier sur les liens sponsorisés. Mais Alvarian a mis en place une enchère, ce qu'on appelle au second prix, ce qui veut dire que vous allez non pas payer 10 € parce que vous avez enchéri 10 €, mais 8 €, qui est en fait le prix que moi j'ai mis. Alors là, les plus malins d'entre vous vont dire, ok, bah, j'ai intérêt à mettre 1 million d'euros, comme ça je paierai le prix du deuxième, mais faites gaffe parce qu'en théorie des jeux, on dit que c'est un jeu symétrique, donc moi aussi j'ai intérêt à mettre 1 million d'euros. Donc il faut qu'on soit prêts, vous et moi, à payer 1 million d'euros, ce qui est à mon avis pas le cas. Et donc vous voyez, en fait, ça, on peut vous l'expliquer. Donc, alors c'est un peu plus complexe, hein, là je vous simplifie la chose, parce que Google a intérêt à être le meilleur moteur de recherche du monde. Donc en fait, si vous êtes une agence de voyage et que vous mettez très cher une enchère sur le mot-clé problème robinet, bah, Google n'a pas intérêt à vous faire apparaître, parce qu'il y a un mismatch entre votre boîte et le mot-clé que vous achetez. Donc en fait, Google va faire un screen pour être certain que vous êtes bien une entreprise en lien avec le mot tapé.
de manière après à vous mettre une note qui vous permet après de baisser les prix. Enfin, vous voyez, en fait, si vous rentrez dans le sujet de manière assez avancée, c'est beaucoup plus complexe que juste la compréhension que vous pouvez en avoir si vous êtes de loin sur ce sujet-là. Et bien en fait, nous, à l'école, on avait encore des élèves qui en fait se destinaient à ces métiers du marketing digital sans jamais avoir mis les mains dans le cambouis et sans jamais avoir été acheter des AdWords, des Facebook Ads, fait du gros hacking et développer en fait une compétence qui leur est directement utile. Et donc nous, à travers la chaire, on considère que chacun doit créer un projet et ça va l'obliger à plugger un Google Analytics, voir quel type de data on a, parce que c'est le métier qu'on a de demain. Et ça se fait pas top-down, ça se fait à travers un projet personnel. Et donc je ne peux pas, je vais vous passer plusieurs messages aujourd'hui, mais je ne peux pas vous inciter plus à vraiment faire une landing page, plugger un Analytics, aller acheter des AdWords. Ça va vous coûter 20 euros, c'est les 20 euros les mieux dépensés de toute votre scolarité. Et si vous le faites, vous prenez même 80 euros, vous tapez sur n'importe quel blog, code promo Google, sur 20 euros mis sur AdWords, ils vous en offrent 80. Et là, vous pouvez commencer à jouer des choses assez rigolotes. Donc voilà, nous, on fait ça. C'est notre vision, en fait, instrumentaliser l'entrepreneuriat pour apprendre. Et donc, on fait ça. Et alors aujourd'hui, donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Et par ailleurs, donc j'accompagne pas mal de startups, là, des vrais. Puisque je suis au comité d'incubation. Chez nous, on a un incubateur assez performant, un peu comme le vôtre aussi. C'est Maxime qui m'a proposé de venir vous faire un cours aujourd'hui. Et ce que fait le Centre pour l'entrepreneuriat est assez remarquable. Et alors, nous, on est sur on partage d'ailleurs avec Maxime cette vision de l'entrepreneuriat pour apprendre. Et donc, nous, on a une thèse d'incubation qui est un peu différente de celle de Sciences Po. Nous, notre thèse d'incubation, c'est qu'on prend, donc là pour les vrais projets, pas pour les étudiants, nous, notre moyenne d'âge, c'est 35 ans, des gens qui ont une dizaine d'années d'ancienneté dans la vie professionnelle. Et donc, notre parti pris au sein de notre incubateur, c'est de mettre en relation des projets très challenging, donc en gros, d'un point de vue techno, c'est-à-dire des projets qui ont des verrous technologiques à lever. On les met en relation avec les profs chez nous techniques, dont je vous parlais tout à l'heure, les gens de traitement du signal, tous ceux qui boxent sur le big data, la blockchain. Et on va comme ça faire un jeu gagnant-gagnant entre les startups qui ont besoin de craquer les problèmes et les profs qui en fait voient un terrain d'application hyper intéressant pour leur recherche. Voilà. Alors pourquoi qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Je vais essayer de vous montrer qu'on entreprend aujourd'hui de manière très différente d'il y a encore 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que on assiste à une chose assez remarquable, c'est que tous les processus d'innovation ont été renversés en 5 à 10 ans. Donc moi, c'est ce que j'appelle la révolution copernicienne des processus d'innovation dans les entreprises. Et il se trouve que ce sont les startups qui nous l'ont appris. Donc en fait, je vais essayer de vous établir cette démonstration. C'est-à-dire qu'avant, pour innover, on faisait A puis B, maintenant on fait B puis A. OK ? Alors pour ceux qui ne veulent pas prendre de notes, si vous voulez, je vous donnerai mon mail à la fin. Je m'aperçois que je ne l'ai pas mis sur ma première page de présentation. Et j'en ai écrit un livre. Donc en fait, tout ce que je vous dis là se retrouve dans le livre. Vous m'envoyez un mail et je vous l'offre évidemment avec grand plaisir. Alors pour établir cette démonstration du renversement complet des pratiques d'innovation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un top 10 format. C'est-à-dire que je vais prendre 10 bonnes pratiques d'innovation anciennement ancrées dans les entreprises et dans les startups. Et je vais vous dire comment le digital les renverse une à une. Et puis après, je vais essayer de viser à peu près 1 heure de présentation, 1 heure et quart, et après on aura une discussion. Et puis si on a encore un peu le temps, après je pourrais vous dire comment, si demain vous voulez entreprendre, comment il faut agir, eu égard à tout ce que ce sera dit avant. D'accord ? On fait ça, comme ça après on essaie d'avoir un échange ensemble de questions-réponses. Ok. Alors c'est parti. Alors avant ou même, je rajouterais brick and mortar. Brick and mortar, vous savez, c'est dans le digital, quand on dit brick and mortar, c'est des activités physiques, sans Internet, pas de digital. Avant, quand vous étiez une entreprise, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand vous étiez une entreprise brick and mortar, et que vous vouliez innover, la première chose que vous faisiez, c'était d'essayer de faire une espèce d'étude de la concurrence et une identification de qui étaient les champions sur votre sujet pour essayer de reconstruire l'histoire de ce champion, identifier ce qu'on appelle les facteurs clés de succès et les copier. Exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez créer un réseau social, vous vous dites, ok, on va identifier le champion des réseaux sociaux, Facebook, et donc on va essayer de reconstruire l'histoire Facebook, quels sont les facteurs clés de succès de Facebook.
En fait, très vite, vous allez vous apercevoir que dans la littérature, on parle beaucoup des méthodes agiles chez Facebook. Donc le motto chez Facebook, au-dessus de tous les développeurs, il y avait écrit Move fast and break things. Donc les méthodes agiles, c'était pas des blagues. Juste pour vous dire, au début de Facebook, ils faisaient des releases tous les 2-3 jours. Donc un nouveau produit sur le marché tous les 2-3 jours. Ce n'est pas forcément en front-end, donc vous ne le voyez pas forcément, mais il y avait juste dans la relation entre le serveur et l'app, enfin au départ c'était pas une app, mais entre le serveur et le site, des changements qui faisaient qu'en fait Facebook mettait sur le marché une nouvelle version de son produit tous les 2-3 jours. Si vous regardez les méthodes agiles dans les grandes entreprises, c'est plutôt tous les 8 à 10 mois que vous avez le lancement d'un nouveau projet. Donc là, on parle vraiment de vraies méthodes agiles. Ok, donc en fait, vous allez faire des méthodes agiles parce que Facebook a fait ça, et donc vous allez vous dire, ok, bah, ça va me conduire au succès. Si vous faites ça, en fait, vous faites une erreur méthodologique grave. Cette erreur méthodologique, pour ceux qui ont fait des maths à un niveau assez avancé, ils la connaissent sans doute, elle s'appelle le biais des survivants. Alors pour vous raconter ce qu'est le biais des survivants, je vais vous raconter une petite histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, je pars de loin, mais je vais réatterrir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait la Royal Air Force, donc l'armée de l'air britannique, qui s'est aperçue qu'elle perdait beaucoup d'avions au-dessus de l'Allemagne. Donc, elle s'est dit, ok, ce que je vais faire, c'est que dès que les avions reviennent sur le territoire anglais, je vais lancer un audit pour essayer de voir où ces avions prennent les balles. Ils le font, et ils s'aperçoivent que les avions prennent les balles au niveau des ailes. Donc, contre mesure, ils renforcent la zone de blindage au niveau des ailes, et ils renvoient les avions au combat. Ils font un post-mortem, un avant-après, et en fait, ils s'aperçoivent que cette mesure n'a eu aucun effet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commis l'erreur dont je vous parlais, qui s'appelle le biais des survivants, c'est qu'en fait, ils ont audité les avions qui sont revenus sur le territoire anglais, c'est-à-dire les survivants. Mais s'ils avaient audité les avions qui étaient morts au combat, en fait, les balles, ces avions les prenaient dans le réservoir. Et donc, c'est le réservoir qu'il fallait renforcer. Si vous n'auditez que les survivants, vous commettez cette erreur. Alors, juste pour la blague, c'est un peu comme les gens qui vous disent ah ouais, les architectes du XVIIIe siècle, ils étaient quand même sacrément meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Parce que quand vous voyez un bâtiment du XVIIIe siècle, il est quand même sacrément plus joli qu'aujourd'hui. Ah ouais, le truc, c'est que vous voyez que les survivants en bâtiment du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que tous les taudis qui ont été construits au XVIIIe siècle, au cours du temps, ils ont disparu. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison. Alors, en matière entrepreneuriale, c'est exactement la même chose. Quand vous copiez les champions, vous ne regardez que les survivants. Et donc, pour revenir à mon exemple des réseaux sociaux et du copycat de Facebook que vous pourriez faire, en fait, ce dont vous ne vous apercevez pas, c'est qu'en fait, il y en a des millions qui ont fait des méthodes agiles et qui sont morts au combat. Et donc, les méthodes agiles ne sont absolument pas un facteur clé de succès pour Facebook. Donc, il ne faut jamais copier les champions, il faut toujours s'inspirer d'un panel représentatif composé de beaucoup de fails. Et donc, en fait, il faut vraiment regarder les gens et les startups qui sont mortes au combat. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de data sur les morts au combat. Alors, il y a deux initiatives sympas. La première, c'est un site qui s'appelle autopsy.io, autopsy avec un Y, parce que c'est un site anglo-saxon, qui est en fait une revue de presse qui donne la parole à des gens qui expliquent comment ils ont raté leur startup. Et c'est hyper intéressant et source de beaucoup d'enseignements. Et la deuxième initiative, c'est une conférence, je ne sais pas si elle existe encore, mais il y a des vidéos en ligne sur les anciennes éditions, qui avait été montée par Roxane Varza, qui est la personne qui a piloté le projet de Station F, que vous connaissez certainement, et qui s'appelle, la conférence s'appelle Failcon, conférence sur les fails, et qui est aussi source de beaucoup d'informations. Alors, l'autre point, mais je vais très rapide là-dessus, en latin, il y a une phrase qui dit post hoc ergo propter hoc. Ça veut dire que quand vous observez A avant B, cognitivement, vous avez toujours l'impression que A a conduit à B, qu'il y a un rapport de causalité entre les deux, alors que c'est absolument faux. Donc en fait, méthode agile A, B, succès, vous avez l'impression que méthode agile conduit au succès, alors que c'est parfaitement faux. Donc le premier point, c'est que demain, quand vous allez dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, et que vous êtes en situation d'imaginer l'innovation de demain sur le business sur lequel vous êtes, ne regardez jamais les champions, mais inspirez-vous beaucoup des échecs. Ok, je suis parti un peu loin, mais maintenant je vais rentrer dans le dur. Alors, ce que nous apprend l'observation des startups aujourd'hui, c'est que avant, brick and mortar, je vais commencer comme ça, mais avant en fait, les meilleures technologies gagnaient.
Donc vous aviez une grosse R&D, vous faisiez un dispositif avec les performances objectives les plus top, eh bien vous gagnez le marché. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on vous éduque. L'enseignement supérieur vous amène à essayer de réfléchir aux dispositifs les meilleurs possibles, du point de vue de leur performance objective. Eh bien en fait, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dans le digital, les meilleures technologies ne gagnent jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les performances objectives d'un dispositif contreviennent à une dimension essentielle dans le digital qui s'appelle le design au sens large, l'expérience utilisateur ou la user interface. Alors, cette idée, elle est compliquée à comprendre. Donc, pour vous la faire comprendre, j'ai pris un exemple, maison, et j'espère que ça va faire passer l'idée. Alors, imaginez que Google n'existe pas. Google n'existe pas, et je vous donne le cahier des charges, faites-moi Google. Alors, le cahier des charges est le suivant. Quelqu'un devant son laptop entre des mots-clés, et votre job, c'est de faire le dispositif qui ramène à cette personne-là l'information la plus pertinente. C'est ça Google. Alors, comme vous avez été éduqué à l'école française, pour la plupart d'entre vous, peut-être d'autres sont moins biaisés par cet enseignement-là s'ils viennent de l'étranger, en fait, très rapidement, vous avez développé des compétences analytiques. Et donc, en fait, en tant que personne bien câblée et très analytique, très vite, face à cette question-là, vous allez vous dire, attends, si c'est une fille ou un garçon qui tape le mot-clé pantalon, il ne faut pas lui ramener le même pantalon. Si c'est une fille, il faut lui ramener un pantalon pour fille. Si c'est un garçon, il faut lui ramener un pantalon pour garçon. Et puis après, vous allez avoir un deuxième tilt qui va vous faire dire, attends, mais si c'est une personne âgée ou une personne jeune qui tape le mot pantalon, il ne faut pas lui ramener le même pantalon. Et donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être tenté de qualifier la personne. Donc là, je vous parle de la version bêta de Google. Donc là, vous êtes déjà qualifié parce que vous êtes cookifié. Mais si les cookies n'existaient pas, vous allez vous dire, OK, je vais faire passer un petit questionnaire à la personne pour savoir si c'est une fille ou un garçon, si elle est âgée ou jeune. Et puis après, quand elle mettra le mot-clé pantalon, on lui rapportera l'information la plus pertinente. Si vous faites ça, vous avez parfaitement raison. Vous avez rempli le cahier des charges que je vous ai donné, vous avez fait le meilleur dispositif. Et un dispositif bien meilleur que Google. Pourquoi ? Parce que Google, c'est un seul bouton, que vous soyez garçon ou fille, quand vous mettez pantalon, il se trompe une fois sur deux. Mais à la différence de votre dispositif, Google, c'est ultra intuitif et c'est imbattable du point de vue du design. Et donc on voit bien qu'en fait, les performances objectives d'un dispositif sont absolument pas un critère de choix dans un dispositif que vous utilisez, mais plutôt la simplicité d'un dispositif et son expérience utilisateur à laquelle ça conduit. Alors là, à chaque fois, je vais mettre une espèce de punchline pour que vous rappeliez des arguments. Sur le premier, c'était le biais des survivants. Là, je vais convoquer Saint-Exupéry, parce que Saint-Exupéry, il a dit une phrase qu'on adore dans le digital. Saint-Exupéry a dit que la perfection était atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et alors juste, pensez que tous les produits du digital que vous utilisez, n'ont qu'un seul bouton. Google, un seul bouton. Vous allez me dire, non, il y a le bouton I'm feeling lucky. Si vous regardez les stats de clics sur I'm feeling lucky, c'est 0,000001. Shazam, un seul bouton. Twitter, un seul bouton. YouTube, un seul bouton. Flickr, un seul bouton. On peut tous les faire, un seul bouton. Et donc en fait, ça doit vous amener à réfléchir. C'est-à-dire que, évidemment, comme vous êtes propre scientifiquement, exact scientifiquement, votre tentation, ça va être d'attraper tous les cas d'usage. Il est fille, il est garçon, ou alors il a besoin de ça, il n'a pas besoin de ça. Donc vous allez rajouter des boutons partout. Et à la fin, vous faites un truc parfait du point de vue analytique, mais inintelligible du point de vue de l'usage. Alors juste là, quand je vous le dis comme ça, vous l'avez compris, ça c'est une guerre dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que quand on a compris l'importance du design, évidemment, toutes les R&D, Orange, ils ont fait venir des designers en disant « ouais, le design, c'est important ». Sauf que dans une culture ingénieure de R&D, les designers, ils s'occupent de la couleur des boutons et de l'esthétisme. Mais quand ils commencent à toucher aux performances objectives du dispositif, là, ça devient une guerre. Juste, c'est à peu près comme si chez Free, pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, donc Free a été fait par Starks. Starks dit, OK, la Freebox, elle a combien ? Elle a 100 mégabits seconde. Bon, on va la réduire à 50 mégabits seconde parce qu'il faut qu'elle fasse cette taille-là pour entrer sous la table basse des personnes. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est une guerre, c'est un combat fou entre les designers et les ingénieurs de ce point de vue-là. Donc, aujourd'hui, les meilleures technologies ne gagnent pas. Autre bonne pratique à challenger, l'idée selon laquelle il faut être original et avoir les idées en premier.
Alors, moi, je fais partie d'une génération, j'ai oublié de vous pitcher je vous ai pitché ma position aujourd'hui, mais je ne vous ai pas pitché mon passé. J'ai monté 2 boîtes, une en 2000 dans les services et une en 2009 sur les paris sportifs. Et je fais partie de cette génération qui, en fait, quand on pitchait devant un jury, un hackathon qui n'existait pas vraiment dans les années 2000, mais en fait, il y avait toujours quelqu'un dans le jury qui levait la main et qui dit « Ouais, mais tu sais, ça existe déjà, tu sais pas ». Et en fait, vous êtes d'une génération où tout existe et que ça existe, ça n'est absolument pas grave. On dit que dans le digital, il n'y a pas de first mover advantage. Il n'y a pas de first mover advantage. Facebook existait avant Facebook. Ça s'appelait Harvard Connection, ça s'appelait même Friendster au tout début. Twitter existait avant Twitter. Twitter existait 10 ans avant Twitter. Les premiers sites de microblogging, 10 ans avant Twitter. Flickr existe avant Flickr. Ils existaient tous avant de... Et alors, juste pour ajouter un argument ici, je peux même vous prendre un cas inverse. C'est-à-dire que je peux vous proposer des idées imparables d'un point de vue intellectuel, et pourtant vous n'avez jamais vu émerger ces idées-là. Exemple, ce banc. Alors je prends un exemple brick and mortar. En fait, ce banc, c'est une évidence d'un point de vue de l'équipement urbain. Vous voyez, en fait, quand il pleut sur un banc, vous ne pouvez pas l'utiliser sur la demi-journée suivante. Et donc, en fait, ce banc, il a été fait par des designers coréens. Il y a juste une petite manivelle sur le côté. Vous retournez le banc, et ça vous permet de vous asseoir après un épisode pluvieux. Alors, vous prenez le sujet dans tous les sens, parce que, évidemment, ceux qui veulent mettre des écrans derrière les sièges du TGV, on peut leur opposer que c'est peut-être avec un ROI un peu compliqué. Ou si vous attrapez les idées, on peut les attraper soit par l'usage, soit par la question du business model. Mais là, je veux dire, c'est frugal comme innovation. C'est absolument une évidence, et pourtant, vous n'en avez jamais vu nulle part. Donc, des idées aussi géniales n'émergent pas. Alors, simplement, petite anecdote sur ce point, il y a un fonds d'investissement, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec... Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des intervenants VC, des venture capitalistes qui viendront vous faire des interventions. Mais en fait, donc c'est un monde qui s'est structuré assez récemment. Et il y a un acteur très, très connu qui s'appelle Bessemer Venture Partner aux États-Unis. Il est ancien. Dire qu'il est ancien pour un fonds d'investissement, c'est déjà un gage de qualité, puisqu'il a passé la bulle des années 2000. Aujourd'hui, si vous regardez en early stage, le TRI, donc en gros, combien font d'argent les fonds d'investissement, c'est 0% en early stage, en moyenne. En moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en moyenne, c'est 0%. Donc c'est quand même un business très challenging. Trouver le prochain Google, c'est compliqué. Et donc, c'est un très beau fonds. Hein. Ils ont investi de mémoire, ils ont investi dans Reddit, dans Dropbox, et à l'époque où c'était compliqué, hein, pas maintenant. Donc à l'époque où il y avait un risque pour investir dans ces startups-là. Et donc, en fait, ce qu'ils font, ce fonds-là, c'est assez exceptionnel. Ils publient, allez sur leur site, leur anti-portfolio. Quand vous allez sur le site d'un fonds d'investissement, normalement, il publie son portfolio, mais pas son anti-portfolio. L'anti-portfolio, c'est toutes les boîtes qui ont pitché le fonds, à qui le fonds a dit « non, désolé », et donc ils s'en mordent les doigts. Et donc c'est rigolo, hein. Il y a Apple, Facebook, je vais vous en parler, mais il y a aussi Google. Alors là, ça fait mal quand vous êtes passé à côté de Google. Il y a Kayak aussi, donc ils sont passés à côté de pas mal de deals. Et en fait, ils mettent leur anti-portfolio pour surtout se souvenir d'une règle, qui est ne pas reproduire la même erreur. Et en fait, si vous regardez le verbatim que je vous ai mis ici, l'histoire sur Facebook, c'est que Eduardo Saverin, qui est un des cofondateurs de Facebook, a été pitché Jeremy Levin, qui était un partenaire du fonds d'investissement. Et la réponse de Jeremy Levin a dit « Non mais en fait, il y a un truc qui existe déjà qui s'appelle Friendster, donc vas-y, tu peux partir. » quoi. Et donc en fait, ils mettent cette phrase-là dans les bureaux de leur chargé d'affaires pour dire que désormais, on ne refuse pas une idée au motif qu'elle existe déjà. Alors, quand j'ai dit ça, je dois quand même rajouter qu'une des règles dans le numérique, c'est une règle qu'on appelle winner takes all, c'est-à-dire que beaucoup de produits dans le numérique bénéficient de ce qu'on appelle des effets réseau. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette notion-là. En fait, un bien réseau, c'est un bien qui se juge par la qualité, par le nombre, la quantité de ses utilisateurs. Exemple, Facebook, c'est un bien réseau, parce que tout le monde est sur Facebook, et c'est ce qui donne la valeur à Facebook. C'est que quand vous voulez trouver vos amis, ils sont sur Facebook, parce que vous avez une grosse probabilité qu'ils soient là, parce qu'ils ont beaucoup de monde. Et donc, en fait, ils sont protégés par leur audience. Autrement dit, dans le numérique, on n'est pas protégé par ses brevets. Facebook n'a absolument pas des brevets sur son cœur de métier, qui est le site que vous connaissez. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de concurrent de Facebook demain. Pourquoi ? Parce que si on reprend la théorie des jeux, il n'y a pas de déviation unilatérale profitable. On est dans un équilibre de Nash. Je ne sais pas si d'ailleurs... Enfin, ça va, okay. Et donc, en fait, quand vous êtes un bien réseau, vous êtes protégé. Donc, aller attaquer un winner, qui takes all, c'est assez compliqué. Mais ça existe. Hein.
Prenez Mythic. Donc Mythic, c'est un bien réseau. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, tous les célibataires étaient sur Mythic. Donc si vous étiez célibataire et que vous vouliez rencontrer une personne célibataire, il fallait aller sur Mythic. Donc une fois que vous avez toute l'audience, vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir d'autres concurrents. Et pourtant, il y a une personne qui avait 24 ans à l'époque, qui s'appelle Ludovic Huoro, qui a créé Attractive World et qui a complètement aspiré toute l'audience de Mythic pour créer un grand succès. Alors la façon de s'y prendre souvent, quand vous êtes, juste pour revenir à Schumpeter et le nouveau fonctionnement, l'ouragan perpétuel de la destruction créatrice, avant c'était je prends un brevet, je suis en monopole, je me fais copier quand le brevet tombe dans le domaine public, et c'est comme ça le fonctionnement de l'économie. Dans le digital, c'est plutôt quelqu'un qui a un succès, donc winner takes all, il devient le winner, et après il se fait attaquer sur une micro-niche. Exemple, Ludovic Euro a dit ok, le problème sur Mythic, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges et des gens qui mettent pas de photos, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la surinnovation. Je vais demander aux gens de mettre des photos et on va faire voter la communauté pour les nouveaux entrants. Et en fait, les gens se sont dit ah ouais, c'est vachement mieux Attractive World, et c'est venu comme ça. Exemple, si demain vous voulez challenger LinkedIn est le taker, le winner qui a tout pris. Et bien en fait, la meilleure façon de le faire, c'est sans doute d'attaquer la niche, par exemple, du LinkedIn pour designers. En fait, les designers, c'est assez de mauvaise qualité LinkedIn parce que eux, en fait, ils raisonnent beaucoup en termes de book. Et donc en fait, il faut pouvoir montrer ses réalisations. Et quand vous êtes sur LinkedIn, c'est pas très pratique. Donc en fait, vous attaquez la niche du LinkedIn pour designer. Et après, comme ça, hop, vous pouvez grossir. Et c'est comme ça que se passe le fonctionnement de l'économie dans le digital. Pardon, j'ai fait une petite digression. Mais c'est tout simplement pour vous dire que il ne faut absolument pas juger les idées à l'aune de leur originalité. Ça ne sert à rien d'être le premier. Alors souvent, pourquoi en fait Bon, je sais pas si... Donc tout le monde connaît le mythe d'Archimède. Archimède, c'est donc un conseiller scientifique du roi à Syracuse. Le roi en fait avait confié à un artisan la mission de lui faire une couronne en or ultra pur. Il se fait livrer et il a l'impression de se faire arnaquer. Donc il va voir Archimède et il lui dit ok, la mission c'est que tu dois vérifier que la couronne est en or pur de chez pur, mais tu ne dois pas prélever dedans parce que je ne veux pas qu'elle soit abîmée. Donc il rentre avec la mission, il prend la couronne, il est dans son bain, boum, il la plonge dans l'eau, et là, Eureka, donc le terme Eureka vient d'ici, et il se dit waouh, j'ai trouvé un truc génial, et il a compris le concept de masse volumique des corps. Et donc la légende dit qu'il court nu dans les rues de Syracuse en disant ouais, génial avec ça. En fait, c'est comme ça qu'on représente les idées généralement en matière entrepreneuriale, une ampoule qui s'allume. D'ailleurs, c'est assez rare quand vous voyez des affiches de hackathon, etc., qui n'est pas cette illustration-là d'ampoule qui s'allume, d'idées géniales. Et en fait, les idées ne naissent pas comme ça en matière entrepreneuriale. Et c'est la raison pour laquelle en fait, on juge souvent le génie des idées, et c'est pas du tout bon. D'ailleurs, juste tous les outils que vous utilisez, il n'y a aucune noblesse à l'idée. Hein. Les idées ne comptent pas. Je veux dire, Facebook, dans sa version bêta, c'est une liste de diffusion améliorée. L'idée derrière Flickr, je ne crois pas qu'elle soit super géniale. Même Slack, qui s'inspire de toutes les grandes mécaniques. Vous prenez toutes les idées, il n'y a aucun génie derrière les idées. En fait, ça ne compte pas les idées. Ce qui compte, c'est l'exécution. Ok, j'avance. Autre point. Souvent, en fait, quand vous voulez innover, on vous dit, ok, quelle est ta légitimité sur cette innovation? Est-ce que tu connais un peu le business? Exemple, vous voulez monter une boîte dans les fintech? Ok, mais tu as combien d'expérience dans la banque? Ah, 0? Ok, tu vas nous faire un truc complètement nul. Eh bien, donc il fallait venir du sérail avant. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de disrupteurs, beaucoup d'innovateurs à succès viennent de secteurs d'activité complètement éloignés du secteur d'activité qu'ils adressent avec leur start-up. Alors évidemment, juste là, je vais vous donner un conseil de lecture. Celui qu'on nomme pour donner cet argument-là, c'est évidemment Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la banque, il fait PayPal, il ne connaît rien aux voitures, il fait Tesla, il ne connaît rien à l'aérospatiale, il fait SpaceX, il ne connaît rien aux panneaux solaires, il fait SolarCity. Donc lui, et d'ailleurs juste pour la petite anecdote, il semblerait que 6 mois après la création de PayPal, des gens viennent le voir et lui disent « T'es au courant que tu es en train de faire une banque en ligne ?» Et sa réponse a été « Ah bon ?» Et pourquoi ça a été « Ah bon ?» Parce qu'en fait, s'il avait conscience de faire une banque en ligne, il aurait regardé le code monétaire et financier, les 3 tomes, il aurait regardé combien il lui fallait en fonds propres pour pouvoir faire une banque en ligne. Et je pense qu'il ne l'aurait sans doute pas fait. Donc l'insouciance, c'est une forme de force de la part des disrupteurs. Et pourquoi je cite Elon Musk? Pas seulement parce qu'empiriquement, il a disrupté de loin, c'est aussi parce qu'en fait, il le théorise. À longueur d'interview, il vous parle de la théorie des premiers principes. Alors, c'est quoi la théorie des premiers principes? C'est qu'en fait, les secteurs d'activité marchent sur la tête depuis des décennies, mais se sont habitués à plein d'absurdités. Et donc, quand vous êtes
du secteur d'activité, vous n'avez même plus la lucidité pour vous remettre en cause les premiers principes de l'activité qui sont parfaitement absurdes. Et je dois vous dire, je suis passionné par les questions du numérique, et c'est sans doute pour ça, c'est que les startups, l'innovation dans le digital attaque les absurdités sur tous les secteurs d'activité. Exemple, d'ailleurs, nous, en tant que prof, on va être disruptés, et c'est bien heureux, mais on marche sur la tête du point de vue de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est one to many. Donc en fait, moi, j'ai pas trop d'informations sur votre progression pédagogique, sur ce que vous attendez. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essaie de me projeter sur vos besoins en me disant, à mon avis, ils attendent ça, et je vous donne un propos à peu près en essayant de taper sur la moyenne de vos besoins. Mais souvent, c'est une phrase que je dis souvent à l'NCA parce que c'est une école de stats, quelqu'un qui raisonne en moyenne, c'est un mec qui a la tête dans le four et les pieds dans la glace et qui vous dit que la température est plutôt bonne. C'est-à-dire que ça se trouve, vous, il y en a qui viennent chercher des trucs hyper actionnables pour créer leur boîte et d'autres plutôt des généralités sur l'écosystème start-up pour pouvoir en discuter demain quand ils vont faire un entretien dans un grand groupe. Et du coup, moi, je tape un peu au milieu, je fais un peu les deux, mais du coup, mal les deux. Donc, vous voyez, l'absence de data que je peux avoir sur vous, c'est une forme d'absurdité dans l'éducation. On est tous au même endroit, alors qu'il y en a peut-être qu'on fait une soirée hier qui serait plus ouvert à avoir mon cours d'aujourd'hui plutôt en fin d'après-midi plutôt que là en plein midi. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles. Et donc, on va se faire disrupter sans doute, et on ne remet pas en cause. Et donc, alors, juste pour vous donner un autre... Donc, venir de loin, c'est avoir cette capacité à pouvoir remettre en cause des absurdités, et les gens du secteur ne s'en aperçoivent pas. Alors, juste pour vous donner un exemple, nous, on a un bel exemple à Télécom Paris Tech. On a un élève, il y a un peu plus de 5 ans, qui avait fait un stage dans un de nos départements techniques dont je vous parlais tout à l'heure. On lui confiait un PC, et sur le PC, il y avait ce petit dispositif. Il y en a encore maintenant, moi je l'ai, mais à l'époque, ça marchait pas trop. Aujourd'hui, donc ce dispositif, c'est de la reconnaissance digitale qui vous permet de vous loguer plus rapidement sur le PC. Aujourd'hui, ça marche super bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont des iPhones un peu dernière génération, franchement, c'est top. Mais à l'époque, ça marchait pas trop. Et donc, en fait, il est un peu énervé, parce que quand vous donnez un truc qui marche pas à un geek, il dit ok, comment on va le résoudre? Et donc il va voir son directeur de stage et lui dit est-ce que tu me laisses bricoler un petit truc, je peux démonter l'ordi ou pas? Donc le prof lui dit ouais. En un week-end, il fait un petit dispositif et il le montre à son directeur de stage le lundi matin. Le lundi matin, le directeur de stage fait ah ouais, pas mal. Attends, laisse-moi regarder, je vais regarder l'état de l'art sur le sujet. Et en fait, il s'aperçoit à travers ses recherches qu'il y a 10 ingénieurs aux États-Unis qui sont depuis 2 ans sur le sujet et qui n'ont pas eu les mêmes résultats que l'élève en un week-end. Alors là, bon, ça me permet de faire de la pub sur Télécom, mais en fait, elle est un peu mensongère. Je ne dis pas à travers cet exemple-là que l'élève est génial et que les ingénieurs sont nuls. Surtout pas. Ce que je dis simplement, et pour ceux qui ont fait des maths avancées, vous allez le ressentir, c'est que quand vous prenez un problème, vous faites toujours une hypothèse initiale pour l'attaquer. Et puis vous apercevez que ça ne marche pas, alors votre tentation, ça va faire reset sur votre hypothèse initiale, partir d'un autre côté. Sauf que ça, c'est hyper théorique. En pratique, inconsciemment ou consciemment, vous allez toujours revenir à votre hypothèse initiale, vous êtes biaisé en fait. Et donc la force de ceux qui viennent d'ailleurs que du sérail, c'est de prendre les problèmes très différemment, et c'est leur grande force. Alors, avant, brick and mortar, donc 5e pratique que je voudrais challenger, avant en fait, ce qu'on faisait, et ça nous semblait plutôt logique, c'était d'abord de produire les choses, et puis après de les vendre. Alors, produire les choses, ça voulait dire passer des mois et des mois en R&D, dépenser des millions et des millions en R&D, et puis après on allait sur le marché. Sauf que la séquence, souvent c'était on produit, ça prend des mois, ça prend des millions, on vend, et en fait on ne vend pas parce qu'on a un no-go du market. Donc le marché nous dit ok, non, mais en fait ton truc, tu t'es projeté sur ce que les gens voulaient, mais en fait les gens ils n'achètent pas, quoi. Et donc là vous avez perdu des mois et des millions d'euros. En fait c'est plutôt une chance, mais les startups elles n'ont pas beaucoup d'argent, et ça c'est chouette. On pourrait en reparler après ça, mais en fait elles n'ont pas beaucoup d'argent et surtout elles n'ont pas beaucoup de temps. Et donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont dit je vais d'abord vendre, et une fois seulement que j'ai vendu, je vais produire le dispositif. Alors celui qui nous l'a appris, c'est Drew Houston. Drew Houston, c'est le fondateur d'un produit que vous utilisez certainement qui s'appelle Dropbox. Et alors Drew Houston, il est face à un sujet qui est le suivant. En fait, il a besoin, à l'époque, maintenant ça serait beaucoup plus simple, mais d'à peu près 1 million d'euros pour développer son dispositif parce que c'était assez complexe. Donc il va voir les investisseurs, mais les investisseurs, je leur dis, on y reviendra juste après, mais est-ce que tu as ton product market fit? Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, mais en gros, est-ce que tu as la preuve que le marché va acheter ton dispositif? Lui, il dit non, je ne peux pas l'avoir la preuve, puisque en fait, il faut que je le construise pour pouvoir le mettre sur le marché, et seulement à ce moment-là, j'aurai la preuve d'un usage et d'un intérêt du marché pour mon dispositif. Donc en fait, il est dans le problème chicken and egg vicieux de...
Et donc il se dit, attends, comment je vais faire? Et en un week-end, donc ça me permet de vous dire que les entrepreneurs bossent pas mal le week-end, en un week-end, en fait, il fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez MVP, MVP c'est-à-dire Minimum Viable Product, sans doute que vous savez, MVP Dropbox, et vous tombez sur la vidéo qui a été faite sous Photoshop. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir, manifestement, ça se voit, hein, que c'est vraiment un fake. Et donc, il la met sur un site qui s'appelle Hacker News. Et alors là, je vais vous donner les chiffres. Vous allez vous dire, mais il est fou, lui. Source Washington Post. En une semaine, 7 jours, il reçoit 100 000 mails de personnes qui lui disent « Ok, mais comment je peux me procurer ton produit? Il est juste incroyable. » Et en fait, quand vous avez fait ça, vous avez vendu avant de produire. Et quand vous avez fait ça, en fait, vous êtes passé sur une autre ligue, qui est la ligue des gens en fait, qui n'ont plus qu'à produire pour constituer le succès sur lequel ils sont. Et donc aujourd'hui, dans le digital, il n'y a pas une entreprise qui produit avant de vendre. On vend d'abord, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites semblant d'avoir produit le dispositif pour le vendre, et une fois seulement que vous avez les clients, là vous produisez. Donc là, la punchline sur cette bonne pratique-là, elle est ultra connue, c'est fake it until you make it. Fake it until you make it, c'est hyper important. Ok. Alors, avant, et donc d'ailleurs c'est une bonne façon de juger les entreprises dans lesquelles vous allez bosser. Avant, quand on innovait dans le digital, on faisait ce qu'on appelle des business plans. Alors moi, je peux vous dire que j'en ai fait des business plans parce que la première boîte que j'ai montée, elle était dans les services. Et en fait, on accompagnait les entrepreneurs, on leur faisait la création administrative de leur société, le business plan et la levée de fonds. Et donc des business plans, je peux dire que j'en ai fait. Et donc c'était en 2000, j'ai une excuse, quoi. C'était à l'époque, il fallait les faire. Et en fait, les business plans, c'est devenu absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire un business plan, c'est raisonner, ceteris paribus, on dit en latin, mais en français, toute chose égale par ailleurs. C'est quoi un business plan? C'est qu'en fait, vous projetez des courbes et alors après, vous faites plusieurs scénarios, genre hypothèse optimiste, hypothèse pessimiste, hypothèse conservatrice, et puis vous regardez en fait l'effet des variables les unes sur les autres, mais toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en considérant l'environnement comme constant. Mais ça, c'est plus possible, parce qu'en fait, l'environnement n'est pas constant, donc vous ne pouvez plus vous projeter à 3, 5 ans, 8 ans, c'est devenu complètement obsolète. Alors, juste ça, on va vous le dire souvent, le monde s'accélère, voilà, une espèce de lieu commun comme ça qu'on donne tout le temps. Moi, je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour vous montrer pourquoi c'est complètement absurde de se projeter, ne serait-ce que sur 2 ou 3 ans. Là, vous avez sur ce graphique-là, en ordonnée, les parts de marché de ce qui s'appelait avant un téléphone et qui s'appelle maintenant un smartphone. Et puis, en abscisse, vous avez les années, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. En 2008, Nokia représentait 45% des parts de marché sur le téléphone. En 5 ans, ils sont morts. Alors, je veux bien voir le business plan de Nokia en 2008, mais à mon avis, il y aurait matière à rigoler un petit peu. Alors, pourquoi Nokia est tombé? Ouais. Vous voulez savoir pourquoi Nokia est tombé? Bon, je pense que je sais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais allez-y, Ok, je le fais et puis tu me dis... Parce qu'en fait, c'est ma version et je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs interprétations possibles. Nokia, je ne sais pas si c'est d'ailleurs une étude de cas que vous avez. Je pense que ce serait assez sympa de faire une étude de cas avancée. Je vous le fais simple, mais de mon point de vue, Nokia a pensé que l'innovation allait se loger dans le hard. Donc en gros, faire des appareils photo avec des pixels ultra mieux, etc. Et en fait, on est passé sur ce qu'on appelle l'économie des plateformes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui comptait, ce n'était pas d'avoir de l'innovation dans le hard, mais dans le soft. Autrement dit, l'innovation d'Apple, ce qui a fait la force d'Apple, c'est de ne surtout pas innover. Souvent, on dit Apple est innovant. Pas du tout. Il y a quelques innovations de design, ok, mais c'est pas formidable. Ce qu'a fait Apple, c'est qu'en fait, ils n'ont pas souhaité innover. Ils ont souhaité être le point de passage obligatoire entre l'innovation qui était portée par d'autres, donc c'est des freelances à qui ils ont dit développer des apps et on va faire un deal gagnant-gagnant. Sur 1 euro, on va faire un 70-30. Je voulais 70 et je prends 30. Mais par contre, ils étaient la plateforme sur laquelle l'innovation devait forcément être pour pouvoir avoir le marché. Et donc de l'autre côté, les utilisateurs, vous et moi, qui utilisons des produits Apple. Et donc en fait, ce passage à l'économie des plateformes, ils ne l'ont pas compris et donc ils sont tombés. Exactement. Ouais. Bon, ils se sont refaits parce que là, c'est sur la business unit téléphone, mais donc ils ont racheté Alcatel-Lucent et d'ailleurs, ils ont racheté WeSings, qui est peut-être un produit que vous connaissez, start-up, qui il y a 2-3 ans, 2 ans, je crois. Hein, peut-être. WeSings? En ce moment?
Non, j'ai pas d'infos d'insider sur Nokia. Donc je sais pas. Ok, mais ça c'est dans le hard. Et juste pour info, hein, Nokia c'est à l'époque, en 2008, plus de 100 000 emplois. Donc c'est vraiment une grosse boîte. Mais ça c'est dans le hard. Maintenant je vais vous donner des chiffres dans le soft. Alors c'est le même graphique, sauf que c'est pas le même marché. Là on est sur le marché de la rencontre aux États-Unis. Et donc on les connaît pas trop de France, mais en fait les big players là-bas c'était Match.com, OkCupid et Zoosk. Ils se partageaient le marché à 3 jusqu'en juillet 2013. Alors juste simplement, là c'est plus des années, c'est des mois. Sauf qu'en juillet 2013, il y a un petit acteur qui s'appelle Tinder, et en 3 mois, ils prennent 80% du marché. Autrement dit, dans le hardware, on meurt en 5 ans, dans le soft, on meurt en 3 mois. Et donc comprenez bien que quand on meurt en 3 mois, ça ne sert absolument plus à rien de faire des business plans et de se projeter sur le futur. Alors pourquoi en fait on meurt en 3 mois, pourquoi on meurt en 5 ans quand on est dans le hard? Parce qu'il y a ce que moi j'appelle des ruptures de tendance. Les ruptures de tendance, alors je vais expliquer ce que c'est, mais elles peuvent venir d'un peu partout. Ça peut être des ruptures technologiques qui vont changer la donne, ça peut être des ruptures d'usage qui vont changer la donne, mais en tout cas il y a des trucs qui changent le jeu et qui ravagent complètement tout et qui rebat les cartes. Alors, exemple, Google. En fait, Google, dans la version bêta, quand ils arrivaient et qu'ils pitchaient leurs produits, la réponse des personnes était « Ouais, franchement, un moteur de recherche, c'est pas fou, hein, parce qu'il y a un truc qui est largement suffisant qui s'appelle des annuaires. » Et donc, si vous tapiez Paris enseignement, très vite, vous tombiez sur le site de Sciences Po, qui était une des premières institutions à avoir un site internet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait tellement peu de pages créées, peut-être quelques-unes par mois, qu'en fait, la promesse du moteur de recherche prévalait pas sur la promesse de l'annuaire. Donc en fait, on les a challengés comme ça. D'ailleurs, regardez sur la version bêta de Google, c'est pour ça que je vous l'ai mise, c'est très drôle. Ils vous disaient, OK, donnez-moi votre mail, et je vais vous pousser tous les nouveaux liens qu'on a mis sur le dernier mois. Donc vous imaginez combien il y avait peu de nouvelles pages créées par mois. Et aujourd'hui, en fait, rupture de tendance, des pages créées nouvelles, il y en a des millions et des millions par jour. Et donc, en fait, évidemment, là, la promesse du moteur de recherche prévaut sur celle des annuaires. Autre exemple de rupture de tendance, celle-là, vous l'avez vécu, c'est qu'on est passé très rapidement d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Alors, pour vous faire passer cette idée-là, je vais vous prendre mon cas. Je le fais sous forme de blague, mais c'est une histoire vraie. J'ai 37 ans, et donc quand j'avais 20 ans, je demandais la voiture de mon père. Il passait un quart d'heure à me dire « Attends, fais gaffe, quand tu te gares, tu remets les rétros, surtout tu bois pas. » Et en fait, aujourd'hui, il la vend à des inconnus sur Wicar. Il la loue à des inconnus sur Wicar, sur des plateformes de sharing economy. Et donc ça, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'avant, ça voulait dire quelque chose d'avoir une voiture, et aujourd'hui, on la vend à des étrangers. Juste, Airbnb, c'est 37 no-go de la part d'investisseurs qui leur disent « Mais vous pensez que les gens sont suffisamment fous pour louer des chambres à des inconnus ?» Bah ouais. Et en fait, pourquoi ? Bah ouais, c'est parce qu'en fait, on a souvent considéré Internet comme un truc, le Far West. En fait, il y a une grande vertu à Internet, c'est le contrôle qualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des inconnus. C'est des gens dont vous savez qu'en fait, ils ont été dans 15 logements avant le vôtre et qu'ils ont obtenu un rating de 4,8 sur 5. Donc en fait, le contrôle qualité est très fiable sur Internet et c'est ce qui permet en fait de créer la confiance. Je pourrais vous en donner plein. Alors, rupture technologique, exemple la DSL. Je veux dire, quand vous avez Internet très haut débit qui arrive, ça permet de faire émerger YouTube. Parce que si vous n'avez pas l'Internet en très haut débit, que vous devez attendre un quart d'heure ou 20 minutes en download ou en upload pour regarder une vidéo ou pour la mettre sur le site, vous n'avez pas la même expérience utilisateur et jamais vous auriez utilisé YouTube. Donc ça vient d'un peu partout, des usages, des choses qui changent la donne. Mais donc c'est pour ça qu'en fait, on ne fait plus de business plan. Et d'ailleurs, ce que je vous disais, c'est que si on vous demande de faire un business plan, quelque part, ça renvoie à un niveau de compréhension de la personne qui vous le demande sur les questions du digital. Ok. Aussi, ce qu'on faisait avant, c'est que... Pourquoi on vous demandait de faire un business plan ? Parce qu'en fait, ça permettait de dimensionner votre business et surtout de raisonner de manière causale. Exemple, avec un business plan, vous alliez identifier un objectif. Et en fait, la vertu qu'on louait chez vous, c'était votre compétence à pouvoir identifier les ressources à mobiliser pour atteindre cet objectif. Alors ça, c'est ce qu'on appelle avoir un raisonnement causal. Et d'ailleurs, vous avez été éduqués comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont peut-être en situation de vouloir créer une entreprise, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont imaginer un objectif, une vision. D'ailleurs, on parle de vision. Imaginez un objectif, et puis après, ils vont dire, OK, pour l'atteindre, comment je dois faire ? Quelles sont les causes pour atteindre cet objectif ? Et donc, en fait, ils vont raisonner ainsi.
Alors, il y a une femme que vous connaîtrez, alors elle est très peu médiatique, donc vous allez en entendre très peu parler. Cette femme-là, elle s'appelle Sarah Sarasvati, et en fait, elle a montré, du point de vue de la recherche, un truc assez formidable, qui est qu'en fait, tous les succès dans le numérique ont été faits par des gens qui ne sont pas des causaux, mais des effectuaux. Pas des gens qui s'intéressent aux causes, mais aux effets. Alors pour vous faire passer la différence entre quelqu'un qui est causal et quelqu'un qui est effectual, je vais vous prendre un exemple. Imaginez que ce soir, vous vouliez faire un super dîner. Alors la plupart d'entre vous vont d'abord l'imaginer, et après, vont identifier les ressources pour atteindre cet objectif, donc aller faire les courses, puis regarder la recette sur Marmiton et le faire. Bah ça, c'est être causal. Être effectual, c'est ouvrir son frigo, regarder ce qu'on a à sa disposition, et dire, ah ok, attends, je vais faire ça et ça, tac, goûter, ok, tac, on tire le fil, et à la fin, on atterrit à un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Zuckerberg. Pensez-vous que Zuckerberg a un jour voulu créer Facebook? Jamais. Zuckerberg, c'est un mec qui a fait marrer ses potes dans son couloir, avec un hot, pas hot, machin, etc., trombiche. Il se trouve qu'il a eu un product market fit. Les gens se loguent, et il s'est dit, ok, bah, j'ai fait marrer mon couloir, bah, tant qu'à faire, autant faire marrer le building. Donc en fait, hop, il fait marrer le building. Et derrière, il se dit, ok, tant qu'à faire marrer le building, autant faire marrer Harvard, bim, et là, il déploie. Donc l'idée est pas géniale, le mec veut absolument pas créer un produit, et derrière, en fait, ça conduit à Facebook. Alors, juste d'ailleurs, si vous regardez The Social Network, à plein d'endroits du film, les gens viennent vers Zuckerberg en lui disant « Vas-y, on monétise, on monétise ». Et lui, il dit « Mais attends, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire ». Donc en fait, ce qu'il faut, en matière entrepreneuriale, c'est surtout rentrer dans des boucles de test and learn, d'expérimentation très courtes, et après accompagner les usages qu'ont les utilisateurs de votre dispositif. Absolument pas préjuger de ce que vous êtes en train de faire. Et vous prenez tous les grands cas du numérique, qui sont tous des effectuaux, et absolument pas des causaux. Donc ça, c'est central. D'ailleurs, juste pour info, je pourrais en faire 1h30 là-dessus, mais je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le terme de serendipité, mais en gros, c'est l'usage que vous avez d'Internet. Quand vous utilisez Internet, en fait, vous allez hop sur Wikipédia et vous dites « Ah ouais, tiens, je savais pas », boum, vous cliquez sur le lien, boum, boum, boum. À la fin, vous arrivez à un endroit où vous n'auriez jamais imaginé être à cet endroit-là. Donc en fait, même les usages sont très effectueux, et cette trajectoire-là s'appelle la serendipité. Ok, pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, c'est pas grave, hein. Mais cette pratique-là, elle est très importante. Parce que si vous n'entreprenez pas, sans doute que vous allez avoir des positions de manager dans le digital. Et alors, là, il y a une rupture forte depuis 5 ans. C'est-à-dire que le métier de manager dans le digital a complètement changé. Avant, un manager, il était manager parce qu'il savait mieux que les autres. Pourquoi il savait mieux que les autres? Déjà parce qu'il avait plein d'informations à sa disposition, et aussi parce qu'il était mieux éduqué, donc il avait les outils à sa disposition pour prendre de meilleures décisions. Eh bien, en fait, désormais, dans le digital, personne ne sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire les mythes qu'on a fait autour des gens qui sont visionnaires. C'est-à-dire, vous voyez, un peu ce qu'on a fait autour de Steve Jobs, en disant « Steve Jobs est un mec génial, il a vu le téléphone, il a vu l'ordinateur, il s'est dit « Il y a la place pour un format intermédiaire, il va faire l'iPad et ça va cartonner. » Donc, juste sur son intuition, il va prendre des décisions aussi fortes que mettre des millions d'euros en R&D et vachement de moins en R&D. Non, ça c'est complètement faux. En fait, en matière entrepreneuriale, personne, même Elon Musk, qui a fait 4 licornes, vous lui pitchez votre projet, si c'est quelqu'un d'accord avec cette punchline-là, il vous dira « J'en sais rien. J'en sais rien, c'est une boîte noire. Tout ça est une boîte noire. » Donc ce que je veux dire, c'est que personne n'a d'intuition. Et le deuxième point que je veux développer, je vais vous en faire la démonstration, c'est qu'en fait, la différence entre un succès et un échec dans le digital, c'est de la micro-action. On est sur de l'orfèvrerie. On n'est pas sur des grands moves stratégiques comme je vais créer la tablette et un nouveau marché pour éduquer le marché autour d'un nouvel usage. Pas du tout. Alors, je vais essayer de vous en faire la démonstration. Ça, c'est ce qu'on appelle un A/B testing dans le digital. Donc, un A/B testing, c'est que vous testez A contre B. Donc là, vous êtes une chaîne d'hôtellerie et vous vous dites, OK, est-ce que le site de gauche va me rapporter plus de clients que le site de droite? Alors tiens, on va faire le test. Donc vous voyez ce qui distingue le site de gauche et le site de droite, c'est simplement, alors c'est en néerlandais, parce que c'est une chaîne d'hôtellerie néerlandaise, c'est la punchline en haut à gauche, et elle dit venez chez moi, vous allez dormir dans les meilleurs lits de la ville. Donc un peu une communication autour de la literie et de la qualité des oreillers, un peu comme Ibis, qui fait ça sur Ibis Confort, je crois. Alors évidemment, il y a un visuel en lien avec la punchline, donc vous êtes sur de l'oreiller, et puis vous avez un petit élément de design là que vous n'avez pas là, et juste au-dessus aussi. D'accord ? À droite, copycat, la même chose, sauf que la punchline, c'est venez chez moi, vous allez dormir dans le confort du luxe,
visuel sur le spa et pas l'élément de design dont je vous parlais. Okay, donc il y a 3 cas possibles. Soit vous considérez que les sites sont tellement proches l'un de l'autre que le taux de transformation est à peu près équivalent. Qui pense ça? Qui pense qu'en fait, bon, c'est un peu biaisé par mon introduction du sujet. Ok, mais alors si vous ne pensez pas ça, qui pense que ce site-là transforme plus que ce site-là? Qui pense que celui-là gagne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et qui pense que ce site-là gagne plus que ce site-là? 12. Vous voyez, vous êtes à peu près 50%, un peu plus sur ce site-là. J'ai l'impression d'avoir un peu escroqué le résultat. Vous êtes un peu plus à considérer que ce site-là. Bon, bah, pas de chance. Celui-là, il transforme à 57% de plus. Donc la différence entre ce site à gauche et ce site à droite, c'est la différence entre un hôtel plein et un hôtel vide. C'est la différence entre un succès et un échec. Donc j'espère vous avoir fait prendre conscience que personne n'a d'intuition. Vous me demandez à moi, j'aurais fait la même erreur que vous, ou alors j'aurais eu juste, mais coup de chance. Donc personne ne peut avoir d'intuition sur le fait que celui-là transforme plus que celui-là, ou celui-là transforme plus que celui-là. Mais par contre, c'est de l'orfèvrerie, parce que ce type de décision-là vous amène à des changements majeurs. Autre exemple, vous voyez les AdWords dont on parlait tout à l'heure, les Alvarian, etc. En fait, ils sont en bleu. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont en bleu. En fait, Google a changé une trentaine de fois le RGB du bleu. Alors, le RGB, c'est juste la nuance de bleu. Pas, ils l'ont mis en rouge, ils l'ont mis en vert. Ils ont toujours gardé le fait que c'était bleu, mais ils ont juste changé la nuance de bleu. Eh bien, sachez qu'il y a une nuance de bleu qui transforme à plusieurs pourcents de plus que les autres. Alors, pourquoi? La réponse est toujours la même. Je ne sais pas. C'est une boîte noire. Mais par contre, plusieurs pourcents des AdWords qui représentent 80% du revenu de Google, c'est plusieurs milliards. Et donc, je vais essayer de faire passer une punchline là aussi pour que vous vous en souveniez. La meilleure innovation de Google, c'est pas de faire la voiture autonome, c'est pas de racheter des boîtes de robotics à tour de bras, c'est d'avoir changé le RGB du bleu sur les AdWords. Donc, je n'insisterai pas assez. Ah ouais, alors juste les conséquences pour vous. Les conséquences pour vous, c'est que quand demain vous allez être manager dans le digital en situation de gérer des équipes, il va falloir que vous n'écoutiez plus vos intuitions. Et ça, c'est ultra brutal. C'est-à-dire qu'en fait, parce que l'intuition, c'est de l'engagement, on a tous envie de se dire « Ah non, mais si, ça va marcher comme ça ». Quand vous faites le A/B testing, vous dites « Ah non, mais si, on va faire ça ». Et en fait, il faut que vous assumiez que vous ne sachiez pas. Et donc, le meilleur manager désormais, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas, mais qui va chercher les outils pour savoir. Et les outils pour savoir, c'est la data. Et donc, désormais, pour juger n'importe quelle innovation dans le numérique, vous avez besoin de 3 choses. Donc, toutes les idées que vous pourriez avoir, si vous me demandez si c'est smart, pas smart, ça va marcher ou pas, sachez que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait rien, au même titre que tous les autres, on ne sait pas. Par contre, je vais vous demander 3 choses. C'est quoi votre CAC, c'est quoi votre CLTV, c'est quoi votre stickiness? CAC, Customer Acquisition Cost. Combien ça vous coûte de faire venir un client chez vous? Alors, je ne sais pas si vous êtes plombier, vous voyez le CPC, là, l'AdWords, il est autour de 20 €. 20 €, le mec est juste venu sur votre site de plomberie, vous ne l'avez pas encore transformé, ce n'est pas encore votre client, juste dans le funnel d'acquisition, c'est 20 €. Donc après, si vous en transformez 1 sur 2, ce qui est déjà pas mal, c'est 40 € le CAC. Donc c'est devenu très cher. Internet est un endroit très disputé où les gens veulent tous être, et donc du coup, en fait, c'est devenu très cher. Mais bon, ma question, c'est quoi votre CAC? Deuxième question, c'est quoi votre CLTV? CLTV, ça veut dire Customer Lifetime Value. C'est-à-dire combien vous allez récupérer d'argent avec votre client tout au long de sa vie chez vous. Donc là, vous me répondez X. Alors imaginez, vous me dites 150. Ok, c'est cool. Après, moi, je vous dis quelle est votre stickiness. La stickiness, c'est quelqu'un qui achète chez vous, est-ce qu'il revient après chez vous pour acheter? C'est votre taux de rétention. Et là, vous me dites 95%. Ok. Là, je peux vous dire que si vous m'annoncez Customer Acquisition Cost 15, Customer Lifetime Value 150, stickiness 95%, sur une toute petite cohorte, prenez quelques centaines de personnes. Et ça, vous pouvez le faire demain. C'est pour ça, votre distance à un succès dans le digital, c'est pour ça que ça ne coûte pas d'argent d'entreprendre. Parce qu'en fait, vous faites votre dispositif, vous chopez vos datas sur CAC, CLTV, 95% stickiness, et derrière, après, vous pouvez, si vous montrez ces chiffres-là, alors venez me voir déjà, je vous présente toute la place de Paris des investisseurs qui veulent mettre énormément d'argent sur vous. Pourquoi? Parce que quand vous mettez 15 dans votre business, vous récupérez 150.
Donc c'est juste le meilleur business du monde. Et donc demain, si vous devez juger, exemple, Capitaine Train, qui maintenant est Trendline, est-ce que ça va disrupter Voyage SNCF? On va arrêter de prendre des bières et de se dire « Ah si, tu vois, l'ergonomie, elle est quand même vachement mieux, le moteur de recherche, il est mieux. Si, je pense que, tu vois, la stratégie marketing, les mecs ont de la vision, etc. » Non. Customer Acquisition Cost, c'est LTV Stickiness. 15, 150, 95, fin de l'histoire. L'affaire est pliée. Et donc, s'il vous plaît, alors on peut le faire de manière amusante et ludique, de juger les idées, de se dire « Ouais, quel va être l'Internet de demain? Est-ce que ça va marcher ou pas ?» Mais en fait, il y a un truc, c'est une punchline, et là, je vous la donne. « In God we trust, all others bring data. » C'était « In God we trust, all others bring data ». Ça veut dire que ce n'est pas un jeu de croyance. On n'est plus dans la croyance. Non. En fait, les autres, ils prennent des chiffres. Alors, si vous retracez cette phrase-là, c'est une phrase qui avait été donnée par Deming. En fait, c'est pour ça qu'en fait, l'entrepreneuriat est devenu scientifique. C'est plus un jeu de croyance. En fait, les data nous donnent le résultat. Excuse-moi, excuse-moi, CLTV, Customer Lifetime Value. Exactement, il y a un lien entre les deux. Donc en fait, la stickiness, c'est un ratio qui te permet en pourcentage de te dire quand le mec est venu chez toi, donc est-ce qu'il revient chez toi. Et évidemment, plus la stickiness est élevée, merci de le signaler parce que c'est tout à fait juste, plus la stickiness est élevée, plus la customer lifetime value, elle est haute et elle est exprimée en des termes financiers. Ok, donc arrêtons de parler des startups autrement que par les chiffres, parce que personne ne sait rien. Ok, autre point. Alors, allez, pour vous présenter cette idée-là, en fait, cette idée-là, c'est qu'avant, en fait, on regardait les idées à l'aune de leur rentabilité, c'est-à-dire du ROI qu'elles portaient. Donc, est-ce que les idées étaient scalables ou pas? Alors là, pour vous dire, je vais vous raconter une histoire qui est... En fait, comme je suis en situation d'être jury dans plein de trucs, hackathon, startup weekend, etc., ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de thème prédéfini, en fait, les idées, en journalisme, on dirait il y a des marronniers, il y a souvent les mêmes idées qui reviennent. Et donc, une idée qui revient souvent, quand il n'y a pas de thème prédéfini sur le Startup Weekend, c'est le groupe se dit, OK, on va essayer de résoudre une peine. Donc, vous savez, en entrepreneuriat, il y a ce qui relève du nice to have ou de la peine. Donc, nice to have, c'est un peu gadget, et puis la peine, c'est le problème des gens. Et donc, pour identifier le problème des gens, ils se disent, on va faire une journée type, et on va regarder qu'est-ce qui leur pose problème. Alors le premier problème, c'est le réveil. Donc, des fois, vous avez des idées sur le réveil. Après, vous dites, OK, en fait, le café il devrait couler au moment où le réveil sonne. Donc, vous pouvez mettre en relation le réveil avec le café avec un petit if this then that. Je ne sais pas si c'est une boîte que vous connaissez qui permet de faire communiquer le réveil connecté avec la cafetière connectée. If le réveil sonne, then fais-moi couler du café. Enfin, vous pouvez imaginer plein de trucs comme ça. Mais en fait, souvent, un gros problème, c'est les transports. Et donc, les gens arrivent et disent, OK. Donc, en fait, dans les transports, les gens s'ennuient. Alors déjà, ça c'est une hypothèse qu'on peut remettre en cause, mais souvent ils considèrent que les gens s'ennuient. Et donc ils disent, OK, il faudrait pouvoir les distraire. Et là, quand ils pensent à ça, ils font, waouh, tilt. Pourquoi tilt? Parce qu'ils se disent, attends, mais en plus les gens sont captifs. Donc c'est cool, ils sont tous au même endroit. Et après ils font, attends, génial, parce qu'en plus ils sont géolocalisés, donc on peut savoir où ils sont. Et après ils se disent, waouh, attends, parce qu'en fait, des gens dans le métro, il y en a 3 millions, ou dans les transports en commun, il y en a 3 millions par jour en Ile-de-France. Attends, mais des transports, il n'y en a pas que 3 millions en Ile-de-France, il y en a aussi à Marseille, à Bordeaux. Attends, mais il n'y en a pas qu'en France, il y en a aussi à Shanghai, à New York. Et à la fin, ils vous amènent un argument qui est, OK, donc vous voyez cette idée-là, le marché adressable, c'est plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard de personnes qui prennent les transports en commun par jour, en faisant un réseau social éphémère, donc en gros en mettant en relation, un peu comme dans l'avion, les gens entre eux pour les distraire. Ok. En fait, ce raisonnement-là, il est absurde, et ma réponse est toujours la même, c'est les gens dans le métro, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le même métro, vous avez quelqu'un qui va au lycée pour la première fois tout seul, qui est assez inquiet de ne pas rater sa station, vous avez un professionnel qui est en train de préparer sa presse, vous avez quelqu'un qui rentre de soirée, et donc en fait, il n'y a pas d'homogénéité de besoin, et donc en fait, le truc, c'est que, fin de l'histoire, quelqu'un dans le métro, ça ne marche pas. Et pourquoi, en fait, les gens commettent cette erreur-là? Parce qu'en fait, ils raisonnent plus à la scalabilité qu'à la résolution d'un problème concret. Et donc, en fait, ce qu'il faut, à chaque fois je le dis, c'est résoudre le problème de sa petite sœur sans aucune considération sur le fait que sa petite sœur soit unique, scalable, très particulière ou pas. On s'en fiche. En fait, résoudre le problème d'une personne qu'on peut nommer, ça, c'est un sujet entrepreneurial extrêmement difficile. Par contre,
Scaler à partir de la résolution de ce problème-là à d'autres masses de population, c'est cadeau. Le scale en matière entrepreneuriale, c'est ultra cadeau. Par contre, la résolution d'un problème, c'est compliqué. Donc demain, si vous avez l'idée de vous dire, ok, je vais faire un ERP, donc vous voyez ce que c'est un ERP, un logiciel de gestion intégrée, SAP, Oracle, toute cette grosse masse de données dans les entreprises, mais vous dites, ouais, bon, c'est cher, ça coûte plusieurs de centaines de millions d'euros, et donc la dimension CRM, on pourrait quand même l'offrir au commerce de proximité, genre le boucher, le libraire, etc. Donc vous dites, ouais, je vais faire un ERP flexible et pas cher, démocratisé pour les commerces de proximité. Ma réponse sera encore une fois la même, les commerces de proximité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les commerces de proximité. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est résoudre le problème de Martin qui est bouché dans le 13e arrondissement que vous connaissez. Là, vous allez vous coller à la résolution de son problème, et je peux vous dire que ça, c'est le gros sujet. Par contre, une fois que c'est fait, eh ben, là, c'est cool, parce que passer de Martin qui est bouché à Jean qui est libraire, c'est ultra facile en fait. Donc vraiment, là, je vous invite à une lecture. C'est cette personne-là, donc, qui s'appelle Paul Graham, donc c'est le fondateur du Y Combinator, et en fait, c'est quelqu'un de formidable et qui documente beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est celui qui a créé aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas le Y Combinator, c'est l'accélérateur le plus pertinent du monde, et ils ont sorti Stripe, Airbnb, Dropbox, ils en ont sorti plein. Et donc ce mec-là est formidable, il l'a fondé, il ne le gère plus. En fait, vous tapez Paul Graham blog et vous tombez sur un post, et le post s'appelle Do Things That Don't Scale. Do Things That Don't Scale. Faites des choses qui ne scalent pas. Ok ? Autre point, en fait, pendant très longtemps, on a pensé que les entrepreneurs, c'était des pugnaces, des gens qui faisaient preuve de beaucoup d'abnégation, et voilà, le marché reconnaîtra les siens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous savez, cette histoire du timing, peut-être qu'aujourd'hui, le marché n'est pas encore prêt, il faut l'éduquer, phrase à remettre complètement en cause. Et donc, en fait, on disait que les entrepreneurs sont des gens qui persistent. En fait, je dois vous dire, c'est tout le contraire. Les entrepreneurs sont des gens qui pivotent, qui tweakent, qui s'adaptent. Et donc, je vais vous montrer ça à travers quelques succès. En fait, toutes les entreprises que vous connaissez aujourd'hui ont commencé sur une promesse qui n'avait absolument rien à voir avec le produit que vous utilisez aujourd'hui. Exemple, YouTube. En fait, YouTube, ce n'était pas du tout le broadcaster qu'on connaît aujourd'hui, c'était un site de dating. Donc vous imaginez ? Ça, c'est assez peu connu, mais tapez en fact-checking les plus grands pivots du web, et vous allez voir. En fait, pourquoi ? Parce que YouTube disait c'est compliqué en fait de se présenter à l'écrit, et donc il faudrait se présenter à travers une vidéo parce qu'on a une perception un peu plus fine de qui est l'autre quand il commence à parler, à pouvoir bouger, etc. Lui, c'est juste, ça c'est un screenshot, je vous ai pas fait ça sur base vidéo, mais souvent je la montre, c'est la première vidéo jamais postée sur YouTube. Vous mettez vidéo 0 YouTube, et vous tombez sur lui qui est un des cofondateurs de YouTube, donc on voit combien il était jeune, et qui en fait est devant un zoo, et qui c'était juste pour le prototype, et qui dit ouais, ce qui est cool avec ces animaux-là, il regarde et il dit ouais, c'est qu'ils ont une grande trompe. Donc le truc est vrai, et il dit ouais, on peut dire à peu près ça. Donc vraiment la vidéo absolument nulle, mais qui permettait de tester le produit. Android n'a pas du tout été pensé comme un système d'exploitation sur les téléphones. En fait, Android au départ était sur les appareils photo. L'idée, c'était de pouvoir partager plus facilement ses souvenirs de vacances et de pouvoir les poster sur Internet. Évidemment, l'appareil photo est venu sur le téléphone, et c'est devenu un système d'exploitation qui fait bien autre chose que se connecter à Internet à travers les téléphones. Alors ça, c'est un truc aussi pas moins connu. C'était un jeu qui s'appelait Game Never Ending. Alors l'idée, c'était de mêler le réel et le virtuel. Donc en gros, vous aviez un avatar virtuel, et pour gagner des points, il fallait se déplacer physiquement à un endroit, prendre une photo qui attestait du fait que vous avez été à cet endroit-là, et ça vous permettait de gagner des points dans le virtuel. Donc chasse au trésor, mais version digitale. Et en fait, in God we trust, all others bring data, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le mec, il a regardé ses chiffres. Il n'a pas préjugé que son outil il était bien parce qu'il fallait faire ça, il fallait régaler les gens comme ça. En fait, il a regardé les chiffres, et que lui ont dit les chiffres, en fait, que les gens, ils allaient sur le « j'échange mes photos », mais absolument pas pour gagner des points, parce qu'ils se foutaient complètement du fait de gagner des points avec leur petit bonhomme avatar 3D. Et donc, en fait, il a sabré toutes les autres fonctionnalités, et il n'a gardé que l'échange de photos. C'est devenu Flickr. Donc, Flickr était au départ un jeu MMORPG là-dessus. Ok, en fait, je vous ai un peu menti, c'est pas un top 10 format, c'est un top 12 format. Donc, il m'en reste 2, et sans doute les plus importantes. Là, si vous oubliez tout ce que je vous ai dit avant, j'en serais très déçu, mais c'est pas trop grave. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur les trajectoires de disruption sur les marchés. Donc c'est mon sujet de recherche. Maintenant, on a un peu de recul. Donc, on arrive à retracer
des espèces d'histoires communes entre toutes les disruptions qui ont eu lieu sur les différents marchés. L'histoire est souvent la même. Quelle est l'histoire? Alors l'histoire, je vais vous la faire à travers le cas Booking, qui est une boîte qu'on n'a pas citée comme disrupteur en chef, mais Booking, c'est une boîte qui a été voir les hôteliers en leur disant « c'est quoi votre problème ?» Et en fait, souvent, ça commence comme ça. C'est-à-dire que la start-up, elle va voir le grand groupe et leur dit « quel est votre problème? C'est quoi votre pain point ?» Alors là, les hôteliers, prenons les hôtels Accor, ils disent bah, « nous, en fait, on a un taux de remplissage de nos chambres de 80%. Donc en fait, sur les 20% qu'on loue pas, on perd de l'argent. Il y a des coûts fixes, il faut les maintenir en état, c'est de l'immobilier immobilisé, donc on perd de l'argent. Bah, Booking a dit hey, si ça te dit, on va mettre en place un jeu gagnant-gagnant. Deuxième élément de l'histoire, toujours exactement la même chose. Gagnant-gagnant. Alors gagnant pourquoi? Parce qu'il dit, bah, tu vois, les 20% de chambres que tu loues pas, en fait, tu me les donnes sur ma plateforme. Moi, si j'arrive à les louer, je prends rien, une commission de 5%. Et si je les loue pas, c'est gratos. Donc on voit que le deal, il est gagnant entre les hôteliers et Booking. Ok. Booking, c'est ce qu'on appelle une plateforme two-sided market, c'est-à-dire qu'elle a deux côtés du marché. D'un côté, elle a les hôteliers, mais de l'autre, elle a vous et moi qui voulons aller à Bordeaux le 24 février de manière assez simple. Alors, quelle a été la promesse pour nous? Bah, Booking est venu nous voir et il nous a dit « Ok, comment tu fais toi pour louer un hôtel le 24 février à Bordeaux ?» Bon, on lui dit bah, « Je sais pas, je prends mon téléphone, j'appelle l'hôtel Ibis, allô, est-ce que vous avez de la place? Non, ok, bah, je raccroche, je prends le téléphone, Novotel, est-ce que vous avez de l'argent? Non, est-ce que vous avez de... Ça, c'est plutôt leur réponse. Ouais. Il raccroche. Et donc, en fait, Booking nous a dit attends, on va faire un truc vachement plus simple. En fait, moi, je vais centraliser les informations. Et donc, c'est la promesse de la centralisation qui, du point de vue de l'expérience utilisateur, est top. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit tu viens sur mon site, en fait, tu mets juste 24 février Bordeaux, t'appuies, et là, tu as tous les hôtels disponibles. Dans le digital, on dit avec les petits piments. Ça veut dire qu'en gros, avec des filtres qui te permettent, piscine, pas piscine et tout. Donc, pour nous, c'est cool. Donc, le deal, il est plus que gagnant-gagnant. Il est gagnant pour les hôteliers, gagnant pour Booking, gagnant pour nous. Donc, c'est cool. Sauf que ça, c'est que le début de l'histoire. En fait, la fin de l'histoire, c'est que, évidemment, Booking nous a acquis en audience sur ce micro-process qu'est la réservation. Donc nous, on a tous été sur Booking. Et une fois qu'on a été sur Booking, Booking est revenu voir les hôteliers et leur ont dit « Hé les gars, en fait, vous pensiez que c'était moi votre prestataire, mais en fait, c'est vous mon prestataire. » En fait, ce qu'on va faire, c'est que désormais, on va mettre la commission à 25%. Et si vous n'êtes pas content, je vous déréférence, vous n'avez plus aucun client. Donc en fait, le pouvoir de négociation s'est complètement inversé. Pourquoi? Parce que dans le digital, et je vous le résume en une phrase, retenez-la, celui qui a le client le plus haut a servi toute la chaîne de valeur. Donc une fois que vous avez le client le plus haut, tous les autres, c'est vos prestataires. Donc vous voyez en fait cette trajectoire de disruption-là, comment elle s'est produite. Alors je vais vous la faire sur les médecins. Alors les médecins, nous on a discuté avec le Conseil national de l'ordre des médecins à plusieurs reprises pour leur dire y a un truc là qui va vous faire très très mal, quoi. C'est Doctolib. Pourquoi? Parce qu'en fait, Doctolib, ou mondocteur.fr, en fait, c'est une boîte qui a fait exactement comme Booking. Ils ont été voir les médecins et ils leur ont dit les gars, c'est quoi votre problème? Et en fait, un des problèmes des médecins, c'est que vous avez 10% des consultations où les gens ne viennent pas. Et ils n'ont pas annulé. Ah ok. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais diviser par 2 votre problème. C'est-à-dire que de 10%, je le fais passer à 5%. Tu sais comment je vais faire? Non. En fait, les gens ne viennent pas parce qu'en fait, ils oublient de venir. Donc en fait, si tu leur envoies un SMS 24 heures avant, tu passes de 10% à 5%. Ah bon? Faisons-le. Donc en fait, Doctolib résout le problème des médecins. Avec les petits piments aussi, hein, parce que si vous êtes, ce qui est souvent le cas, un médecin un peu en retard, vous pouvez faire un petit drag and drop, ce qui vous permet après d'avoir un SMS qui est envoyé au patient, qui lui dit ok, plutôt que de venir à 14h, viens à 15h. Et les médecins ont cette particularité d'être très bienveillants vis-à-vis de leur patientèle. Et donc c'est aussi du care par rapport aux patients. Enfin, c'est plein de choses extraordinaires du côté de la relation entre Doctolib et les médecins. Et puis, vis-à-vis de nous, quelle a été la promesse? La promesse, elle est folle. Moi, en fait, je prends mes rendez-vous médicaux toujours à 10h, 11h le soir, après la journée de boulot, le fait d'aller au resto, etc. Avant, à 11h du soir, il n'y avait personne pour me répondre pour reprendre un rendez-vous chez l'ORL. Aujourd'hui, ne serait-ce que l'ouverture 24h sur 24 de la plateforme Doctolib, c'est une promesse folle pour les patients. Et puis pas que ça. Hein. Puis après, vous pouvez voir, en fait, avant, quand ça se passait au téléphone, vous étiez un peu obligé de mettre une demi-journée RTT parce que la personne au téléphone, elle vous disait ouais, mardi après-midi. Vous dites oh là, attends, je vais prendre mardi après-midi, même si j'ai un truc à faire, je vais décaler. Parce que sinon, en fait, ça va me décaler à 3 semaines. Alors qu'en fait, le mercredi après-midi, elle avait aussi un créneau disponible, mais elle ne nous l'a juste pas dit parce qu'elle n'avait pas nous donné toutes les plages disponibles.
Et en fait, on aurait tous les deux préféré mercredi après-midi. Donc, vous voyez, la promesse de Doctolib, je peux vous la faire, c'est juste une évidence du point de vue de l'expérience utilisateur. Ok, aujourd'hui, Doctolib, je crois de mémoire, c'est à peu près 100 € par mois facturés aux médecins. Demain, en fait, Doctolib peut complètement aller revoir les médecins et leur dire, bon les gars, maintenant c'est 30% de la consultation. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le client. Comme ils nous ont acquis nous, en fait, demain, les médecins sont dans la main des... Et alors là, de ce point de vue-là, il faut que vous considérez que dans le digital, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que, vous voyez, le micro-process, il est bidon, c'est le process de la réservation. Je veux dire, ceux qui créent la valeur sur une consultation médicale sont quand même les médecins. Ils vous font le diagnostic, la recommandation thérapeutique, c'est eux qui ont le... Et donc, ils sont en train de se dire, oula, mais attends, s'ils se font manger par des HEC qui ont fait un truc sur la micro-réservation, en termes de jugement de valeur, ils vont pas comprendre. Mais en fait, le digital, il n'y a pas de valeur en fait, associée à la qualité d'un acte, même aussi bon soit-il un acte clinique. En fait, c'est juste qu'est-ce que tu arrives le plus haut possible sur le client. Alors, de manière générale, la fourchette, même histoire. Si demain vous passez par la fourchette pour aller chez les restaurateurs sont morts. Et puis je peux vous en citer plein, parce qu'en fait, dès que vous avez un business où il y a un moteur de comparaison de prix, c'est ça. Le Lynx, ils sont en train de tuer les assurances. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez sur le Lynx avant d'aller choisir votre assurance, les assurances, et pourtant les assurances, c'est des milliards et des milliards d'actifs. En fait, ils vont être disruptés. Donc sur n'importe quel business, dès que vous avez un moteur de comparaison de prix, il vous acquiert avant, et donc c'est fini. Demain, Google peut être disrupté par quelqu'un qui viendrait avant Google dans votre recherche. Exemple, les messageries. Si vous allez sur Internet à travers votre messagerie, du coup, en fait, vous avez complètement disrupté Google. Et donc, typiquement, je sais pas, il y a une boîte dont j'ai oublié le nom, sa promesse, c'est de dire qu'en fait, ça va vous permettre de sélectionner la bonne app au bon moment. Donc, en fait, le téléphone reconnaît que vous êtes en voiture, et donc, ça vous pousse une app qui est, je sais pas, l'app de Mappy ou un truc comme ça, ou un GPS. Mais en fait, ça vous prend en premier, et derrière, après, tout le monde est asservi par ce dispositif-là. Ok, il y a un contre-exemple de boîte qui n'a pas réussi à le faire. Il y a une boîte qui s'appelait Fittle, dans le retail. Alors le retail, c'est pas un petit marché, surtout en ligne. Le retail en général. Alors quel est le problème dans le retail ? C'est que vous avez 20% de retour client. C'est-à-dire que quand vous achetez un Zara en taille 36, pas de peau, dans 20% des cas, il fallait prendre un 38, il fallait prendre un 34, et donc vous retournez le produit. Il y a une espèce de convention commerciale qui fait qu'en fait, le retour produit se fait à la charge du commerçant. Pour ceux qui vont chez Asos, vous allez en point relais, vous le donnez. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est un énorme problème. C'est le plus gros problème pour les retailers. Et donc, il y a une boîte qui s'appelle Fittle, et puis il y en a d'autres qui ont fait un peu la même chose, qui se sont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez 3 photos de vous, et puis en fait, ça va vous faire un petit avatar 3D. Et puis comme ça, en fait, vous pouvez mettre tous les patrons, donc tous les vêtements, de tous les retailers, vous voyez à peu près comment ça fit sur vous, et derrière, après, ça vous permet de prendre le 36 et pas le 34, parce que dans cette marque-là, vous voyez un peu le truc, quoi. Et donc, évidemment, cette boîte-là, elle a été voir Zara, H&M et les autres, et là, les mecs, ils ont dit, mais attends, t'es marrant, toi, tu vas nous bunkingiser, quoi, quelque part. Qui est une expression que vous n'avez jamais entendu parler. Vous entendez souvent le terme uberisation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, sans doute qu'on l'emploie pour faire passer l'idée de la désintermédiation, mais la bunkingisation, la trajectoire à la booking, on ne l'emploie pas trop alors qu'elle est très précise. Et donc Fittle a failli bunkingiser les entreprises dans le retail, et les entreprises dans le retail ont compris, heureusement c'était un peu tard, on avait déjà un peu d'expérience sur les trajectoires de distribution, et donc elles ont refusé. Ok, pardon, dernier point. Je ne sais pas si je suis KO au niveau du timing. En fait, j'ai pas de... dernier point, l'externalisation du code. Alors pour vous pitcher le... Ah ouais, il reste qu'une demi-heure. Ok, je finis ça en 5 minutes, comme ça on a un jeu de questions-réponses. C'est peut-être plus intéressant de faire ça interactif. En fait, je vais vous raconter ça sous forme d'anecdote. Donc, dans le cadre de mes cours à Télécom Paris Tech, une fois, j'ai fait intervenir quelqu'un dont vous connaissez peut-être le produit, qui s'appelle Fred Potter. Donc, le produit, c'est Netatmo. La boîte, c'est Netatmo. Ils font plusieurs produits. Et donc, quand un intervenant vient dans un de mes cours, je n'assiste jamais au cours parce que ça me met dans une position un peu particulière de contrôle, un peu bizarre, ça me met mal à l'aise. Et donc, mais pourtant, j'adorerais, avec plein d'intervenants, j'adorerais assister au cours. Donc en fait, je fais un truc très simple, c'est qu'après, je vais voir les élèves et je leur dis, vas-y, raconte et tout, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et donc, l'intervention de Fred Potter s'était très bien passée. Et donc, un élève dit,
ah ouais, c'était vraiment génial et tout, c'était top. Par contre, à un moment donné, il a dit un truc et j'ai pas compris. Il a dit, il faut, en matière de business, externaliser ce qu'on sait bien faire et internaliser ce qu'on sait pas faire. Je dis non, tu as du mal à comprendre. Souvent, on externalise ce qu'on sait pas faire et on internalise ce qu'on sait faire. Il dit non, je crois vraiment avoir compris et tout. Le truc me taraude un peu et je vais vous raconter une deuxième anecdote pour vous situer le problème et après je réatterris. En fait, j'ai des amis qui sont médecins, donc qui connaissent très bien le digital, mais en tant qu'utilisateurs, mais qui ne savent pas du tout juger de la complexité d'un dispositif, ni du temps à passer pour le développer, ni du prix que ça peut coûter. Et donc, en fait, ils développent un produit, et pareil, comme ce sont des amis, le truc, c'est que j'ai du mal à être en position de challenger leur startup, donc je ne veux pas le savoir, je ne donne aucun conseil, je me mets de loin sur le sujet. Et en fait, la personne agit, continue d'agir, et me montre le produit. Et en fait, le produit, il a mis 18 mois à sortir. Parce qu'ils sont passés par un prestataire SS2I, 18 mois, le coût, plus de 100 000 euros. La qualité du site, je pense que notre junior entreprise à Télécom ParisTech, elle vous fait ça pour 4 000 euros de qualité supérieure en 3 semaines. Donc en fait, quand vous externalisez un truc que vous ne comprenez pas, vous prenez x10 dans les délais, vous prenez x10 au niveau prix, et vous divisez par 10 la qualité de la prestation produite. Donc en fait, si dans le digital, en plus, il y a une particularité, c'est qu'avant, dans le briquet de mortar, le rapport de productivité entre un mauvais et un bon, c'était de 1 à 3. Un mauvais manager et un bon manager, c'était un mec qui faisait 1, l'autre qui faisait 3 quand il était bon. Dans le digital, c'est de 1 à 1000. C'est-à-dire que dans le digital, il y a des gens qui vous font en une journée ce que d'autres ne mettront pas 1000 jours à faire. Donc en fait, le talent dans le digital, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de SS2I qui vivent simplement de l'ignorance des clients sur la difficulté à produire le dispositif, le prix et la qualité. Ok, il faudrait changer ça. Waouh, il faut changer ça. Mais attends, mais il faut tout refondre le code. Alors qu'en fait, le truc, ça prend un week-end. Mais le truc, c'est qu'ils vont vous le facturer, mais 4 mois équivalent temps plein, quoi. Et donc, en fait, ça, faites super gaffe. Par contre, si vous connaissez un truc et que vous l'externalisez, vous savez exactement ce que vous pouvez en attendre en termes de qualité, ce que vous pouvez en attendre en termes de prix et en termes de délai. Et donc, si vous n'êtes pas en situation de savoir coder, alors, désolé, mais il va falloir commencer à apprendre, au moins à un niveau suffisant, il ne faut pas que vous deveniez expert du code, mais à un niveau suffisant pour pouvoir externaliser de manière intelligente. Vous voyez, dans ma présentation, je suis un peu caricatural, je tire les traits un peu pour faire passer les idées, mais vous ne pouvez pas ne rien connaître au digital et lancer. Et en plus, c'est juste le début de l'histoire pour mes amis, puisque évidemment, comme ils n'ont pas la main sur le code, quand il va falloir faire du A/B testing et changer, ça va être 10 000 euros les releases. Quand vous n'avez pas la main sur le code, juste pour changer la couleur d'un bouton, ça va vous coûter un mois de relation avec le prestat, qui n'a pas le temps parce qu'il a staffé ses équipes sur d'autres trucs. Enfin, c'est juste inimaginable de ne pas avoir la main sur le code et de vouloir rentrer dans l'innovation numérique. Alors finalement, il y a encore 5 ans ou 10 ans, j'aurais pu vous dire que la création d'entreprise, c'était faire des benchmarks et des études de la concurrence, c'était faire des BP, c'était construire des technos qui étaient hyper fiables, c'était évidemment venir avec une connaissance très aiguisée du secteur sur lequel vous produisez. C'était pas être aussi fou que de vendre sans avoir rien à proposer. Et vous avez compris, quoi. Je vais pas faire la liste, mais en fait, aujourd'hui, tout ça est renversé. Et donc, si vous êtes d'accord avec chacun des arguments que je vous ai donnés sur chacune de ces bonnes pratiques-là, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi sur la démonstration que je voulais faire, sur le fait qu'en fait, on est dans une situation de renversement complet des processus d'innovation. Alors, je vais vous donner une deuxième grille de lecture. C'est un truc que je développe dans le livre que je vais vous transmettre si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un mail. Et c'est pas un fake it until you make it. Il est vraiment écrit le livre. J'étais en train de me dire qu'en fait, vous m'envoyez un mail, ça me permet de savoir si vous êtes intéressé. Et après, je l'écris seulement, mais en fait, non. En fait, le truc, c'est que, en conclusion, je dis, en fait, c'est quelque part, vous pouvez avoir cette grille de lecture-là de la présentation, de la guerre qui est en train de se jouer entre les startups et les grands groupes. C'est-à-dire que en fait, les grands groupes n'arrivent plus à innover et les startups sont en situation dominante en matière d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont ces bonnes pratiques dans leur ADN. Mais dans les grands groupes, en fait, c'est pas possible. Il y en a même qui sont presque impossibles à mettre en place. Exemple, l'effectuation. L'effectuation, je défends l'idée selon laquelle un bon directeur de l'innovation, prenez le directeur de l'innovation de la BNP, d'Orange ou d'un grand groupe de cette taille-là. Un bon directeur de l'innovation, c'est un mec qui arrive au COMEX et qui dit, bon, j'ai pas de vision, donc je défends pas de budget et j'ai pas de roadmap. On va tester des trucs, on verra bien ce que ça donne. C'est juste pas audible.
Quand vous êtes directeur d'innovation d'un grand groupe, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé de défendre une vision, une roadmap, un budget. Sauf que ça, en fait, c'est être causal. Et donc, être effectual dans un grand groupe, c'est presque impossible. Et donc, comme les succès naissent de l'effectuation, de la sérendipité, en fait, on comprend pourquoi en fait, les startups ont un avantage sur les grands groupes du point de vue de l'innovation dans le digital sur cette bonne pratique-là. Donc, vous pouvez les reprendre une à une. En fait, ces bonnes pratiques-là sont dans l'ADN des startups et moins dans le grand groupe. Donc, c'est une deuxième grille de lecture. C'est pas seulement pour montrer qu'elles sont inversées, c'est pour vous donner un insight sur sur la lecture que vous pouvez avoir de la présentation. On fait un jeu de questions-réponses. Je crois qu'on m'a dit que c'était bien de passer les micros, parce que comme c'est filmé, comme ça, il y aura les questions. Ça ne me dérange pas de poser les questions dans le micro. Bonjour. Alors, je voulais juste poser la question, est-ce que ces 12 critères, ils s'appliquent seulement dans le domaine du digital ou c'est en général? Ouais. Alors oui, la réponse est oui, plutôt dans le digital, mais en fait, vous avez des exemples brick and mortar de fake it until you make it assez rigolo. Donc il y a une boîte que vous connaissez certainement qui s'appelle Auchan. Donc Auchan avait en fait s'est dit en fait ça nous intéresse le fake it until you make it parce que en fait nous quand on produit un bien nouveau, on prend un risque incroyable en conception, en distribution, ça nous prend des mois à le produire, après à distribuer c'est cher, et derrière on prend des fois un no-go du market. Donc comment en fait on pourrait faire en sorte de faire des produits sur lesquels on n'a pas de risque de production et d'exécution. Et donc en fait ils avaient racheté, je crois, alors je ne sais plus quelle était la nature du deal entre Auchan et une plateforme qui s'appelait Quirky. Alors Quirky c'est quoi? Quirky c'est une boîte qui s'adressait à nous et qui disait ok, proposez des innovations qui vous plairaient. Et le deal est, on va faire voter la communauté des utilisateurs de Quirky pour savoir quelle est la meilleure idée. Et donc il y a un petit lycéen en Angleterre qui avait dit, moi j'adorerais en fait avoir des prises, multiprises, qui soient flexibles et un peu rigolotes. Pourquoi? Parce qu'une multiprise souvent c'est moche, ça fait 30 cm, on se prend les pieds dedans, et donc il faudrait qu'elle soit flexible de manière à ce qu'on puisse la mettre autour des pieds des tables ou des pieds des chaises. Et donc en fait là les gens ont dit oh, génial, j'adore. Et donc les gens avaient voté pour cette idée-là. Derrière Auchan produit. Et donc le deal c'était on vous reverse des royalties. Donc le petit jeune s'est fait plus de 300 000 euros en royalties sur le produit. Auchan l'a mis en distribution et ça a fait un carton. Et pourquoi? Fake it until you make it. En fait Auchan a complètement construit qu'en fait puisque la foule a voté, il n'y avait plus aucun risque. Ils ont eu leur product market fit. Ils ont leur product market fit. On veut tous ce produit-là. Donc en fait on n'a plus qu'à le produire et on sait qu'on le vendra. Et donc sur certains Auchan, vous aviez des rayons entiers dédiés aux produits Quirky sur lesquels il n'y avait aucun risque. Donc voilà un exemple de brick and mortar qui s'inspire, mais qui utilise quand même une plateforme digitale. Parce que la force du digital, c'est quand même à coût marginal nul de pouvoir exposer sa promesse au plus grand nombre. Donc il y a un petit peu de digital quand même, mais quand même des entreprises très brick and mortar se sont inspirées de certaines de ces règles-là. Ouais, vous pouvez passer le micro. Dans la théorie, c'est une très bonne idée, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de demandes justement des grands groupes ou des entreprises à répondre à des sondages ou à prendre part à des choix. Et je voudrais savoir comment on fait pour que les gens prennent part à ça et répondent. Ouais. Alors, faites gaffe en fait à un truc sur les sondages. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'étude de marché pour essayer de comprendre en fait ce que veulent les gens, ce qu'ils ne veulent pas. Il y a une phrase, on dit souvent l'observateur gâche l'expérience. C'est-à-dire que si je vous montre le A/B testing de tout à l'heure, en fait le jeu auquel on s'est prêté est complètement inutile. C'est-à-dire que je vous ai mis dans une situation de juger un site contre un autre, mais vous savez observer. Vous savez qu'en fait vous devez donner votre verdict sur ça se transforme le plus à gauche ou pas. Donc en fait vous avez une attitude qui est complètement irréelle, qui est ah mais attends, à droite, est-ce qu'il est bien? Et en fait, dans les faits, si vous arriviez et que vous ne vous saviez pas observer, vous ne sachiez pas observer, en fait, vous auriez eu un comportement très immédiat en cliquant à droite et pas à gauche. Et alors du coup, quand vous faites des espèces de panels pour demander aux gens est-ce qu'ils aimeraient ou ils n'aimeraient pas, en fait, c'est complètement inutile. C'est-à-dire que vous ne pouvez tirer aucun enseignement de ce genre de truc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est mettre vos dispositifs en situation réelle d'usage par les utilisateurs, prendre les chiffres et statuer sur la meilleure décision. Donc en fait, vous voyez, typiquement une incompréhension de la part des grands groupes de ce qu'est un A/B testing, une prévision sur les préférences des consommateurs. Ouais. Mais du coup, le mettre en situation réelle, c'est pas justement le faire avant de... Non, ce que vous faites, c'est juste le canal, voilà, pas le canal de distribution. Typiquement, demain, vous créez cet hôtel-là,
surtout, vous achetez pas d'abord l'immobilier, vous faites d'abord le site, vous testez, et une fois que vous avez votre product market fit, là, vous produisez. Ouais, et quand vous prenez la parole, si vous avez des projets, ça m'intéresse juste de savoir si vous envisagez entreprendre ou pas. Enfin, je sais pas, ça peut être marrant. J'ai juste une question, c'est par rapport au business plan. En fait, vous dites qu'il faut plus en faire, mais du coup, comment on fait pour se projeter, il faut se projeter quand même un minimum, je suppose, ou pas ça me paraît surprenant de ne pas se projeter du tout. Je comprends qu'on ne puisse pas être complètement certain de l'environnement économique, comment évoluer, les tendances, etc. Mais il faut quand même peut-être avoir une petite idée. Donc, quel est le substitut du business plan finalement ? Donc effectivement, là on touche au biais que j'ai dans ma présentation, qui est en fait de tirer les arguments tellement forts qu'après ils en deviennent presque trop simplistes. Les business plans existent. Par exemple, quand vous adressez à un venture capitaliste, donc en fait à ces boîtes qui investissent souvent des tickets entre 500 000 et 1,5 million en échange de 20-30% départ. En fait, ils vont vous demander votre business model, ils vont vous demander votre deck. Donc en gros, c'est quoi le marché, quelle est la team, c'est quoi votre promesse, montrez-moi votre prototype. Jamais ils vont mettre de l'argent s'il y a un risque d'exécution, donc dans quelle mesure ça existe et je peux l'utiliser, quelles sont vos datas, CAC, CLTV, et donc toutes les métriques associées à votre... Et un business plan. Donc là vous dites, ah ben il nous a menti alors. Un business plan mais qui n'a pas les mêmes vertus que le business plan que je démontais tout à l'heure. Le business plan que je démontais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, il avait cette vertu de pouvoir vous projeter et de dimensionner votre business. En fait, le business plan aujourd'hui, il est fait pour connaître 3 chiffres. Votre seuil de rentabilité, votre point mort et votre besoin d'investissement. Exemple, alors le seuil de rentabilité, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, c'est vous avez au bout de combien de clients vous êtes un projet rentable. Le point mort, c'est au bout de combien de mois vous êtes un projet rentable, et le besoin de financement, c'est de combien vous avez besoin. Donc, exemple, je sais pas, est-ce que quelqu'un a un projet d'entreprise pour de vrai? Ouais, vous pouvez me dire juste vous pouvez prendre le micro et juste dire sur quoi c'est. C'était vous? Ouais, okay. Salut. Salut. Je dois raconter mon projet ou... Oui. En espagnol, bon, je suis espagnole. Ah, plutôt en français ou en anglais alors? Non, c'est pas grave, je parle français. Ah, ok, j'ai cru que c'était en espagnol, je laisse, on va poser un problème. Et le projet que j'avais de la base, c'est ouvrir une académie de danse et d'interprétation à Madrid. Okay. Et voilà. Ok. Et donc en fait, je vais instrumentaliser votre projet pour essayer de répondre à la question qui m'a été posée. En fait, face à un projet comme ça, le business plan, il va statuer sur de combien vous avez besoin de clients pour être rentable. C'est-à-dire que si vous devez dépenser des coûts fixes, par exemple, considérons que ce n'est pas de la location de locaux, ce qui serait, à mon avis, la chose à faire, mais que vous construisiez un lieu très atypique en construction et que vous deviez débourser 300 000 €, vous avez un coût fixe de 300 000 €. Derrière, après, il faut vous faire connaître. Donc, en fait, ça, c'est plutôt du coût variable. Mais donc, en gros, est-ce que vous mettez des AdWords, des Facebook Ads, dans quelle mesure vos hacks en growth vous coûtent, etc. Vous stabilisez. Et à la fin, ça vous permet de vous dire, vous avez besoin de 4000 clients pour devenir un projet rentable. Et en fait, ce 4000-là, l'intuition ne peut pas vous le donner. Vous voyez, typiquement, là, votre projet, je ne sais absolument pas si vous avez besoin de 300 clients ou plutôt de 30 000 clients pour être rentable. Et donc, en fait, le nouveau business plan, ce n'est pas pour se projeter, mais c'est juste pour avoir quelques ordres de grandeur sur la nature du business en répartition coût fixe, coût variable, pour savoir au bout de combien de clients on est rentable. Juste, je ne vais pas trop rentrer dans la technique des business plans, mais c'est aussi au bout de combien de mois est-ce que vous êtes rentable? À 3 ans, à 5 ans? Typiquement, si vous adressez à un fonds d'investissement et que votre point mort il est à 5 ans, vous êtes inéligible. Pourquoi? Parce qu'un fonds d'investissement, en fait, lui, quand il vous donne 1 million, il y a un moment, en fait, son fonds, il dure que 7 ans, il va falloir qu'il sorte de votre boîte. Et il ne peut pas sortir au-delà de 7 ans. Donc, en fait, si vous annoncez un point mort qui est trop loin, en fait, son exit, il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas rendre son investissement liquide. Donc, en fait, il va vous dire, OK, c'est fini. Et le besoin de financement, c'est qu'en fait, quand vous faites la somme, donc le premier mois, vous avez moins 300 là, parce que vous avez dépensé les 300 000 pour construire votre bâtiment. Derrière, après, vous avez moins 50 parce que vous employez une personne à plein temps, etc. Donc le deuxième mois, vous êtes à moins 350. Pour l'instant, vous avez 0 client. Moins 400, moins 450. Et puis à un moment, là où vous tapez le plus bas, c'est votre besoin de financement. Et donc, ça permet de dire, dans le deal que vous avez avec les fonds d'investissement, j'ai besoin de 800 000, j'ai besoin de 1,3 million. Donc d'ailleurs, c'est ce qui vous permet, juste pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde des fonds,
En fait, vous pensez que c'est une négo et que ça se joue à la négo, du style, ok, en échange de 30% des parts, ça mérite quand même 1,5 million plus que 1 million, vous allez essayer de jouer sur la valo. En fait, pas du tout, c'est votre besoin de financement à l'aune de, sur votre business plan, quand est-ce que vous tapez le plus bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est, là je le fais avec les mains sans trop d'Excel derrière pour me... Mais bon, donc oui, les business plans, mais pas pour se projeter, juste pour dimensionner. Ouais. Alors oui, tu parlais tout à l'heure des ruptures tendancielles qui font le passage d'une certaine image du marché à une autre complètement différente. Tu donnais l'exemple de Tinder. Et moi, j'avais plusieurs exemples sur lesquels je vais t'interroger pour savoir en fait qu'est-ce que ça impliquait. Parce qu'il il me semble, dans tout ça, souvent un espèce d'effet aléatoire qui a fait le succès de pas mal d'opérateurs du digital. Donc tu donnais l'exemple de Tinder. C'est vrai que déjà, on se représente le succès comme ayant beaucoup attrait au nom aussi, parce que le nom marche bien. Est-ce que c'est une variable déjà? Parce que je ne sais pas, entre OkCupid et Tinder, il y a quand même un nom qui est plus immédiat, qui est un peu moins rugueux. J'avais un autre truc qui n'est pas exactement sur le même créneau. C'est tout ce qui concerne à peu près les espèces d'effets de mode et de publicité, mais qui ne sont pas lancés par la plateforme elle-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'ambiance autour du produit qui va faire que la pub va être faite complètement autrement. Je pense à Netflix and Chill, qui avait en fait qui a très largement popularisé Netflix. Bon, à côté du produit, il y a l'idée un peu que c'est tendance, l'idée qu'il y a quelque chose qui peut être fait, une activité nouvelle, ou encore autre chose. Un exemple tout à fait différent, c'est Periscope. En fait, en France, Periscope, on n'en entendait pas parler jusqu'à ce que Serge Aurier, le joueur du PSG, commence à intervenir dessus et à dire des bêtises sur ses coéquipiers et sur son entraîneur. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une certaine part de chance, et dans quelle mesure, surtout, un produit peut être responsable d'une campagne de pub qui n'est pas lancée par lui-même, en fait? Comment la communication va se faire, et est-ce que c'est quelque chose de récurrent, ou alors là, je viens juste de sortir des exemples qui sortent un peu de l'ordinaire et qui nous font confirmer la règle? Ok, donc il y a deux questions. Sur la première, l'importance du nom, en fait, ça se A/B teste. Je vais te donner un exemple. C'est une boîte qui s'appelle Bunker. Donc Bunker, c'est une boîte qui veut disrupter PowerPoint. En gros, leur parti pris, c'est de dire, ok, PowerPoint est un peu compliqué en construction. Pourquoi c'est compliqué en construction? Je vous donne mon exemple. Moi, je fais des présentations sur base photo. Donc du coup, je vais sur Google Images. Donc là, en fait, si j'étais propre, il eût fallu que je regarde à chaque fois les droits d'image pour savoir si c'est du Creative Commons. Je prends, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je mets sous Paint, je détourne, je mets sur PowerPoint, je mets du contour adouci, enfin tu vois, donc galère. Et en rendu, c'est pas fou. Si vous avez une présentation comptable, comme il n'y a pas la possibilité d'avoir des zooms assez facilement sur PowerPoint, donc voilà la difficulté. Donc Bunker arrive et dit ok, PowerPoint Antidote, punchline. Donc indépendamment du nom Bunker qui parle ou pas, juste la punchline, PowerPoint Antidote. Et flat, pas de stats et tout. Et un jour, ils changent, ils A/B testent et il s'appelle PowerPoint Killer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Antidote, quand tu vas dans la rue et que tu t'adresses à la target de ceux qui utilisent PowerPoint, donc plutôt 16++, Antidote, ils disent ouais, Antidote, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un ou une d'ailleurs. Ah putain, ouais, c'est le truc en médecine. Et en fait, PowerPoint Killer, il n'y a pas de débat. C'est là, t'agrèges la communauté des gens barbares qui en ont marre de Bill Gates et qui veulent vraiment, qui en ont vraiment marre, tu vois, de PowerPoint. Et donc, du coup, boum, ça. Donc, tu vois, un exemple qui va dans ton sens, c'est que le nom ou la punchline a une forme d'importance. Moi, j'y crois. En tout cas, ça s'A/B teste. Je peux rien dire d'autre que ça s'A/B teste pour tu vois, nourrir la discussion qu'on a là-dessus. Et sinon, ouais, je pense qu'il y a, je sais pas, il y en a sans doute plein. On a aussi un biais des survivants là-dessus, tu vois, parce que tu me parlais de Tinder, qui était sans doute un nom qui maintenant en fait résonne en toi par le fait même que tu l'as déjà entendu, qu'il a été survivant de toutes les boîtes qui ont testé 40 000 noms sympas, mais qui sont mortes au combat. Donc juste pour raccrocher ça à mon autre partie de la présentation, tu vois, on peut aussi opposer le biais des survivants. Sur cette question-là, sur laquelle moi j'ai pas de religion, sur les noms, en fait je challenge pas tellement sur les noms, je trouve que c'est un intérêt. Enfin, je challenge sur le A/B testing, et A/B tester sur son nom, je trouve ça cool. Mais se prendre la tête trop longtemps sur le nom, je suis pas fan. Deuxième question, super intéressante. Vous voyez en fait tout à l'heure sur les AdWords, les Facebook Ads, en fait c'est devenu trop cher. C'est devenu trop cher. Je vous racontais plus de 20 € en CPC sur le AdWords.
Donc passer par des canaux habituels de publicité traditionnels pour se faire connaître, c'est devenu compliqué. Et donc là, en fait, on dit souvent dans le digital, le marketing est mort, vive le gros hacking. Alors le marketing, c'est justement prévoir les coûts qu'on est en train de faire avec un ROI. Donc aller voir la RATP, leur dire ok, je vais mettre ça, combien de personnes passent devant l'affiche, et ça va comme ça, l'idée du lead qualifié derrière. Et en fait, ça c'est fini. Et ce qu'on cherche, c'est plutôt des hacks, c'est-à-dire des astuces, des petits coups qui permettent en fait de gratuitement, donc c'est-à-dire de manière très peu coûteuse, d'avoir des buzz positifs en fait, de jouer la viralité. Alors là, si tu veux, j'en ai plein de données, mais en fait le problème des hacks, c'est qu'en fait il est très difficile d'en tirer des enseignements. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est très peu reproductible. Exemple, alors je ne sais plus si c'est vrai ou pas ça, parce que en fait dans le hack après il y a des fois des... Alors bon, dernier hack assez drôle, la pub au Super Bowl elle est extrêmement chère, c'est une des émissions les plus regardées, et donc en fait en 2013, non ça c'est vrai, là je vous raconte tous les trucs vrais, ce que je savais pas trop c'est en fait, ce qu'on m'avait raconté, c'est que Michel Augustin, les petits gâteaux etc, il s'était mis tout nu place de la Concorde, et ça avait eu un buzz viral, la vidéo a été vachement regardée. Donc évidemment, le lendemain, toutes les startups se sont mis tout nus sur la place de la Concorde, et ça n'a conduit à aucun buzz positif, quoi. Donc tu vois, il y a un côté éphémère dans les buzz, il faut être le premier arrivé sur le coup. Un autre exemple, c'est, par contre ça a créé des divisions dans les marketing des boîtes. C'est en 2013, il y avait le Super Bowl, et il y a eu une panne d'électricité. Et donc en fait, là, il y a Oreo, l'équipe digitale d'Oreo, qui a posté un tweet super célèbre, où il y a un petit Oreo comme ça, et ça éclaire une page sombre, et donc il y avait une punchline un peu marrante. Et après ils avaient fait des études en disant ouais, de quelle pub vous vous souvenez le plus, et en fait tous ceux qui avaient payé des millions et des millions d'euros pour apparaître au moment de la mi-temps du Super Bowl, on se souvenait pas trop de leur pub. Par contre Oreo, ça avait marqué les esprits, souvent les esprits les plus connectés. Donc en fait un petit hack gratuit fait par Oreo avait eu plus d'impact dans l'esprit des gens que des pubs dépensées. Là il y en a eu, alors il y a des hacks qui sont assez rigolos. Le dernier en date, là, c'est Burger King. Donc, en fait, Burger King, ils passent à la télé et ils disent... Donc, il y a un mec qui arrive et qui dit « Ouais, 15 secondes ne me suffiront pas à vous donner tous les ingrédients frais dans un Whopper. OK Google, est-ce que tu peux le faire ?» Et en fait, le OK Google a déclenché tous les Google Home dans les domiciles des personnes, et ça a lu la page Wikipédia préalablement changé par Burger King sur la qualité des produits dans le Whopper. Des hacks, il y en a plein. Juste, si tu veux, si ça t'intéresse, je peux en lister d'autres. Mais tu vois, ma réponse générale à ta question, c'est comment tu crées un... Et ouais, c'était la place du hasard quelque part. En fait, le hasard... Alors, attends, j'ai un deuxième élément de réponse. Donc tu vois, oui, en tout cas, le hasard, tu essaies de le provoquer à travers des espèces de coups qui te permettent d'avoir de l'audience. Mais imagine que tu as raison et que le hasard joue un grand rôle dans le succès des entreprises. Alors mon meilleur conseil, ça sera prends plusieurs tickets au loto. Et donc en fait d'avoir des boucles très courtes d'itération, de tester 1000 trucs. Il y en a plein qui ne marcheront pas, mais quand il y en aura un qui marchera, là ça sera un gros succès. Alors juste les hacks, ouais, pour vous dire, si ça vous intéresse les hacks ou... Donc si vous êtes intéressé par ça, il y a des communautés, hein, il y a des gros hacking meet-up. Il y a un mec formidable qui s'appelle Com Courteau, qui est sur un channel YouTube qui s'appelle Startup Food, qui est absolument génial, qui parle beaucoup de ces choses-là. Et donc, c'est des praticiens qui parlent à d'autres praticiens et qui échangent leurs hacks. Et donc, le plus célèbre, c'est celui de Airbnb avec Craigslist. Pourquoi ? Ça va me permettre de vous faire passer un message. Souvent, et ça va être ton cas, tu vois, sur la danse. En fait, souvent, quand vous avez une idée, vous êtes two-sided market. C'est-à-dire que vous avez deux côtés. Toi, tu vas avoir les profs et tu vas avoir les élèves. Donc, en fait, tu as deux types de clients. On dit plateforme biface en français, mais on l'emploie plutôt en anglais, two-sided market. Et donc, évidemment, Airbnb, c'est une plateforme two-sided market. D'un côté, il leur faut les propriétaires d'appartements qui sont prêts à louer à court terme leur logement. Et de l'autre côté, il y a vous et nous qui allons à New York le 24 février. Et donc évidemment, le problème sur les plateformes two-sided, le pire, c'est l'amorçage. En fait, si vous n'avez pas un côté du marché, vous n'avez pas l'autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous n'avez pas l'un. Donc il y a un moment, il faut craquer un côté du marché pour obtenir l'autre. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est le hack le plus célèbre, c'est même ce qui a lancé la tradition du hack dans les startups, c'est qu'en fait, ils ont été aspirer la data sur Craigslist. En fait, Craigslist, c'est aux États-Unis un peu l'équivalent du Bon Coin. Et donc en fait,
vous aviez tous les logements que les propriétaires étaient prêts à louer sur un temps court. Et donc en fait, ils les ont aspirés, ils ont fait semblant que c'était chez eux. Donc en fait, ils ont mis tous les logements disponibles chez eux. Et quand un client appelait, ils appelaient le mec sur Craigslist en lui disant ouais, Craigslist, ils te prennent combien 10% de commission? Bah nous c'est 8% et le client il n'est pas potentiel, il est maintenant. Et donc ils ont complètement scrappé la data, aspiré la data et ils ont craqué le problème de ce côté-là du marché de manière parfaitement illégale puisque enfin c'est illégal. Et ils ont comme ça craqué le problème. Et donc aujourd'hui le site français le plus hacké, c'est évidemment Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que n'importe quel business que vous voulez faire autour de la location entre particuliers de perceuses, en fait la data elle est sur Le Bon Coin. Vous avez tout intérêt à prendre toutes les perceuses en location sur Le Bon Coin, la mettre sur votre site et vous avez réglé ce problème-là. Sauf que qu'en fait Le Bon Coin le sait et donc il développe des techniques pour surtout que vous ne scrapiez pas sa data parce que l'audience c'est clé. Donc en fait ouais, ça me permettait juste, j'ai instrumentalisé la question pour aussi passer un deuxième message sur la question de l'amorçage qui est central. Mais donc sinon la place du hasard, bah ouais, sans doute aussi. Enfin oui. Voilà. Tu avais une question? Il y a un micro? En fait, c'est pas tant pour nous que pour le. Bonjour, moi ça serait concernant les recherches à Télécom Paris-Tech. Alors, est-ce que vous avez certaines personnes qui travaillent sur le traitement du signal, mais sur les interfaces cerveau-machine? Ouais. Tout à fait. Alors, à titre interface homme-machine, c'est un truc qui est très développé chez nous. On est assez fort là-dessus. Alors juste, nous, notre école, en fait, il y a une forme d'incompréhension. C'est que souvent, quand on entend Télécom Paris-Tech, on considère qu'on est une école, aux États-Unis, on dirait de computer science, d'informatique en France. En fait, pas trop. Si on regarde, donc déjà, on est une école généraliste, et si on regarde nos points forts et nos points faibles, en fait, on est assez fort sur les questions de réseau, d'infrastructure, et assez faible, même si on a des élèves bien câblés, donc après, ils le développent, mais par leurs propres moyens, sur les questions de coding, programming, tu vois, tout ce qui est front-end, c'est pas fou. Tout ce qui est back-end, on est très costaud, tu vois. Et donc, ouais, sur la question d'interface homme-machine, on développe beaucoup ces questions-là. Et juste pour info, je te donne un retour. J'ai été très étonné du niveau de qualité et de robustesse de la technologie sur ces sujets. Juste à Singapour, donc il y a une initiative, regardez-la. Si vous voulez des idées très jolies, même si les idées ne comptent pas beaucoup, vous pouvez aller sur une initiative qui s'appelle NetExplo, où en fait, c'est des gens qui font le tour de tous les labos de recherche et qui regardent en fait les technos les plus avancés pour essayer de réfléchir à leur application business. NetExplo. NetExplo. En fait, ça a été fait par HEC et Julien Lévy. Et en fait, c'est une super belle façon de faire un peu de veille techno. C'est pas forcément évident pour vous parce qu'en fait, à Sciences Po, vous n'avez pas de département technique. Donc, vous avez des recherches avancées dans plein de domaines. Mais sur la question de la tech pure, des fois, vous pouvez être à distance des labos qui communiquent d'ailleurs pas beaucoup sur leurs avancées scientifiques. Et sauf à lire les revues scientifiques, ce qui peut être assez indigeste. Si, bah non, justement, tout est publié là-dessus. Il faut juste un métamoteur, mettre les feeds. Ouais, et puis il faut le comprendre. Voilà, il y a un jargon particulier. Il faut y passer du temps. Et surtout, après, il y a tout. En plus, vous pouvez accéder à de la recherche fondamentale. Et en fait, je pense que quand vous êtes insider, en fait, vous avez la possibilité de voir en fait quels sont les débuts de spin-off possibles. Et donc, NetExplo, allez-y. Et donc, du coup, Brain Device, c'est en fait, vous regardez. Donc, j'avais testé ça, c'était à Singapour. Et donc, ils mettent des électrodes sur votre cerveau. Et vous regardez un petit bonhomme et vous dites, j'espère qu'il va à la droite. J'espère qu'il va à la droite. Et boum, il va à droite. Et c'est hallucinant. Donc les cerveaux, donc c'est de la télépathie, quoi, parce que vous déclenchez. Enfin, c'est pas de la magie, hein, mais c'est pas de la télépathie au sens magique du terme. Hein, c'est en fait vous déclenchez des zones et en fait c'est ultra fiable. Et donc ce qui était assez rigolo quand on discutait avec la personne qui nous présentait cette recherche-là, on lui disait ouais, mais à quoi ça pourrait servir? Et les cas d'application sont compliqués à trouver en fait. Mais c'est assez puissant. Ouais. Mais si tu veux, je peux te mettre en relation. Tu me demandes. Oui. Ouais. Oui. Ok, ça marche. Merci. De manière générale, si vous avez des questions, ou si vous voulez livres, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai en relation. Je vais rajouter mon mail. Il y a d'autres questions? Non, c'est cool parce qu'il est 25, donc on est en plus parfaitement à l'heure là. Ok, merci beaucoup et puis bonne continuation.